C'est la première fois que je m'adonne à ce format, c'est-à-dire un entretien autour d'un livre, mais je ne voyais pas du tout comment ne pas en parler dans In Tenebris, et surtout comment ne pas lui consacrer du temps, tant son sujet est captivant, bouleversant, mais surtout en lien avec beaucoup de choses abordées dans le podcast depuis plusieurs années. Ce livre, que j'ai à titre personnel un peu vécu comme une petite épiphanie, il est titré « La simulation ». Il sort aujourd'hui, jeudi 16 avril, aux Arènes, et il est signé Loïc Hecht, qui est ici avec moi pour en parler. Loïc, c'est un honneur de te recevoir parce que ton livre m'a happée. Je dois avouer qu'avant même de l'avoir tenu entre les mains, je savais qu'il allait me plaire, que j'aurais envie d'en parler. Il a été mis sur ma route par hasard, un peu comme ton article du New Yorker, on va y venir. Et te voilà aujourd'hui face à moi, donc je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir en parler directement avec toi. J'ai conscience que l'exercice n'est pas évident, à savoir parler d'un livre que la plupart d'entre vous n'auraient pas encore lu, mais c'est peut-être l'occasion de défricher le sujet pour vous donner envie de le lire, de vous plonger dedans comme je l'ai fait, sachant que je préfère prévenir, on ne revient pas de cette expérience indemne. Il y a une autre possibilité, c'est de ne pas écouter tout de suite cet épisode, donc vous mettez stop, vous faites stop, de lire le livre et de revenir ensuite. Alors dans cette logique, on peut se dire qu'il y a encore une troisième possibilité. Vous écoutez l'épisode, vous lisez le livre, et puis vous réécoutez l'épisode, voilà, une seconde fois. Je me dois aussi à ce stade de faire une petite mise en garde. Les notions qu'on va aborder sont parfois compliquées, donc on va s'aventurer sur le terrain de la physique au sens large, souvent sur celui de la physique quantique, mais aussi du côté de l'informatique et de la philosophie. Dans la mesure du possible, donc on va essayer de rester simple dans nos explications pour que même celles et ceux qui n'ont pas de base en physique puissent comprendre de quoi on parle. Mais donc il est possible que parfois vous ayez envie d'appuyer sur pause pour aller chercher un schéma, une explication sur Internet un peu plus complète. C'est normal, n'hésitez pas à le faire. Loïc, tu es journaliste indépendant et auteur. Tu as écrit pour beaucoup de médias et ton sujet de prédilection, c'est la technologie et ce qu'elle dit de nous, surtout. On peut dire que tu connais aujourd'hui plutôt bien le monde de la Silicon Valley, dans laquelle tu t'es rendu à plusieurs reprises pour l'écriture de la simulation, mais aussi pour un précédent livre sorti en 2020, Le syndrome de Palo Alto, qui était, cette fois-ci, un roman. La simulation, tu as mis plus de 6 ans à l'écrire, en partie parce que, si j'ai bien compris, tu t'es retrouvé assez souvent en fait, dans des rabbit holes sans fin, et qu'un sujet semblait toujours en amener un autre. Moi, j'ai eu le sentiment que ce qui t'a posé le plus de soucis, et là encore, tu me diras si je me trompe, c'est peut-être la grande accumulation de matière, la difficulté à articuler toutes ces rencontres, toutes ces idées entre elles, et parfois même tes réflexions qui sont très personnelles. Au final, je trouve que c'est précisément ce que tu as réussi de mieux dans le livre. Tu nous embarques dans un bordel sans nom, dans un périple complètement fou, et pourtant, on se sent jamais perdu, jamais loin de toi, et plus encore, on se sent étrangement très proche de nous-mêmes. Bref, j'arrête ici cette longue introduction et je lance notre discussion avec une première question. C'est un article du New Yorker que tu lis en 2016 qui marque le point de départ de cette incroyable enquête. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse du livre ? Déjà, je te remercie pour cette introduction formidable. Je me sens très honoré, ému en fait de t'en entendre parler comme ça. Enfin, c'est pas rien quand le bébé finit par nous échapper. Par prendre vie pour le moment. Exactement, il prend vie, puis ça y est, il est déjà adulte, il a déjà pris son indépendance. Donc effectivement, ça commence avec cette histoire de rumeurs. Donc grosso modo, comme tu l'as plutôt bien expliqué, je passe beaucoup de temps à travailler sur la technologie, à me regarder ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et il y a 10 ans, un peu dans le cadre de cette espèce de veille continue, je découvre, je tombe sur un article du New Yorker consacré à un type qui s'appelle Sam Altman, mais qui n'est pas encore aussi connu que ce qu'évoque Sam Altman aujourd'hui en 2026. Toutefois, on est au début d'OpenAI et grosso modo, l'article revient justement sur cette obsession qu'a Altman, Musk et les fondateurs d'OpenAI quant à cette question de l'intelligence artificielle, et même plus quant à la possibilité qu'elle puisse un jour nous asservir. Et donc du coup, tout l'article tourne vraiment autour de cette espèce d'idée que OpenAI a été créé justement pour inventer une intelligence artificielle qui permettrait d'éviter cet écueil. Et autour de cette grande réflexion qui court sur quasiment 20 pages, il y a 2 phrases qui sont lâchées à un moment donné, à savoir qu'il y aurait 2 milliardaires de la Silicon Valley,
persuadé qu'on vivrait dans une simulation, la simulation étant un autre sujet un peu connexe qui revient dans les discussions, qui aurait donc embauché secrètement une équipe de scientifiques pour trouver un glitch dans le code de la réalité et peut-être nous en délivrer, ou en tout cas à minima prouver que voilà, on vit dans une simulation. Et toi, cette phrase, elle te happe? Ouais, moi je me dis c'est complètement dingue. Là, c'est un peu le journaliste à l'affût de la bonne histoire, en fait, à la base, qui se dit tiens, il y a quand même il y aurait un truc à remonter. Et en fait, il y a 4 éléments dans la phrase. Il y a qui sont les milliardaires, qui sont les scientifiques et de quel type de scientifiques on parle. En fait, c'est quoi des scientifiques qui cherchent un glitch, quoi. Justement, ensuite, un glitch, c'est quoi? Donc un glitch, c'est une anomalie, un bug. Mais je me posais la question, où est-ce qu'on essaye de trouver ça? Oui, qu'est-ce que c'est concrètement? Voilà, de quoi on parle. Et puis en dernier lieu, c'est quoi une simulation aussi? Parce que c'est vrai que le terme, il est... Bon, il évoque tout de suite l'univers du jeu vidéo, il fait tout de suite penser à Matrix, mais bon, in fine, il y avait un peu cette question, on parle de quoi? Et pour faire un peu le pont avec ce que tu disais en intro, c'est vrai que moi, en définitive, je commence comme le lecteur dans cette histoire, c'est-à-dire je ne connais rien à rien. Enfin, j'ai une curiosité, j'ai toujours été un peu branché science-fiction. J'ai toujours une petite voix en moi qui faisait que je trouvais ça intéressant de s'intéresser aux vraies questions, autrement dit, c'est quoi la réalité? Mais voilà, je me lance dans mon aventure, je connais rien à la physique, je connais vraiment pas grand-chose aux neurosciences et pas grand-chose en philosophie non plus, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Du coup, tu as énormément progressé quand même. Enfin, dans le livre, tu abordes quand même beaucoup de notions que moi j'ai pu aborder de façon aussi professionnelle parce que j'ai écrit sur ces sujets-là dans le magazine pour lequel je travaillais. Donc physique quantique, cosmologie, mais j'ai appris comme toi complètement sur le tas. Bref, en tout cas, j'ai trouvé que tu rendais les choses très intelligibles. Tu es un bon pédagogue en physique. C'est un atout de ne pas trop savoir justement de quoi on parle au début. Pour comprendre comment tu rentres dans ce sujet, donc tu lis cette phrase, tu te poses cette question, enfin ces fameuses 4 questions que soulevait cette phrase à l'époque. Et donc tu découvres quelle est cette théorie donc à laquelle adhèrent ces milliardaires, donc que tu n'identifies pas. Et donc, est-ce que tu peux essayer de nous l'expliquer? En gros, la question que ça pose en définitive de dire si on vit dans une simulation, c'est vraiment qu'est-ce que c'est la réalité? Et l'idée qu'on vivrait dans une simulation, ce serait l'idée qu'en fait la réalité, la physique matérielle telle qu'on l'aperçoit, ne serait pas la vraie réalité, ou en tout cas ne serait pas la réalité réelle ou la réalité de base. Bref, la réalité en dernier lieu serait une espèce d'ersatz ou une espèce de dérivé. Et en fait, quelque part, ma première surprise, je vais faire feu de tout bois. Et en fait, me dire, ok, je vais parler à tous les gens qui, de près ou de loin, ont communiqué sur le sujet, ont fait des sorties, ont donné des interviews. Et ma première surprise, ça va être donc que je me retrouve à parler avec des chercheurs qui ne sont pas du tout des espèces de type farfelus. En fait, ils sont astrophysiciens à la NASA, ils sont chercheurs en intelligence artificielle à Berkeley, ils sont mathématiciens à Caltech, ils sont... Ou à MIT, ils viennent de partout. Enfin voilà. Mais en fait, ils ont tous vraiment un background qui est absolument remarquable. Et eux m'expliquent, et c'est un peu le premier argument un peu massu, et là on rentre un peu dans le vif du sujet, mais c'est qu'en vertu de ce qu'on a découvert du fonctionnement de la physique quantique depuis un peu plus d'un siècle, à savoir que en dernier lieu, la réalité à l'endroit du quantique, donc à l'endroit du tout petit, elle n'a pas l'air d'exister de manière matérielle. La réalité, en fait, a l'air d'être un ensemble de probabilités, ou un ensemble d'états superposés, disent les physiciens, qui voudrait dire que en fait, la réalité n'est définie que quand il y a quelqu'un qui pratique une mesure ou une observation. Donc pour le dire avec une image, en fait la réalité à l'endroit de la physique quantique, tant qu'elle n'est pas observée, c'est comme un nuage plein de gouttes, mais il n'y en a aucune qui sont tombées. Et en fait, quand on fait une mesure, quand on veut accéder à la réalité, et ben là, toutes les gouttes disparaissent, enfin, où le nuage se condense, il n'y en a qu'une qui reste, qui devient une goutte, qui tombe, et la réalité, c'est ça. Et on s'est rendu compte que ça marche comme ça, mais ce n'est pas très clair le pourquoi du comment, il y a des interprétations pour dire, pour essayer de trouver un peu un sens à ça. Mais aujourd'hui, les interprétations s'opposent et personne n'est d'accord. Mais en revanche, les chercheurs que je rencontre, eux, disent « Tiens, cette manière de faire de la réalité, qui, quelque part, a l'air de nous donner à voir ce qu'on a besoin de le voir, au moment où on a besoin de le voir, quoi, ça ressemble un peu à notre manière de faire des jeux vidéo. » Et il y a
une première rencontre un peu déterminante justement dans le livre avec un astrophysicien qui s'appelle Rich Terrill, qui travaille donc à la NASA, qui est un type vraiment avec un CV on ne peut plus Ouais. admirable. Il a découvert des lunes d'Uranus, de Pluton. Il est directeur en fait d'un département qui s'appelle le Jet Propulsion Lab. Qui est un énorme département, en Voilà, effet. Oui. donc c'est un des directeurs de ce département-là. Il a été conseiller en cinéma de Soderbergh, de Cameron. Et c'est un mec hyper carré. C'est pas un mec rigolo. Enfin, il est pince sans rire, mais lui, il n'a pas envie de griller sa carrière en fait. Mais c'est le premier à m'expliquer. Il me dit, est-ce que en fait notre réalité fonctionne pas un peu comme nos jeux vidéo, comme GTA? Et GTA, c'est une bonne analogie qu'il utilise. Et je vais comprendre parce que moi j'ai joué un peu à GTA quand j'étais jeune. GTA, en fait, on est dans la peau d'un malfrat en l'occurrence, mais qui se déplace dans une ville, San Andreas, qui est plus grande que la ville de Paris, ou qui en tout cas est à peu près aussi grande, mais vraiment, je veux dire, à la rue près. Donc en fait, on peut explorer un monde qui est monstrueusement... Ce qu'on appelle un open world. Voilà, ce qu'on appelle un open world, exactement. Et en gros, Rich, il me dit, en fait, si la console devait faire une restitution, ils appellent ça un render, donc un rendu de toute la carte en tout point, en tout moment, en fait, il n'y aurait pas assez de puissance de calcul. Du coup, le jeu, il planterait et en fait, ça ne marcherait pas. Et donc, du coup, le jeu nous donne à voir ce qu'on a besoin de voir au moment où on a besoin de le voir. Et l'analogie est de dire, mais est-ce que la physique quantique ne fait pas la même chose? Et est-ce que du coup, s'il n'y a personne au fin fond de l'univers pour regarder tel système solaire ou telle planète, est-ce qu'il existe? Voilà. Est-ce qu'en tout cas, il est... Peut-être qu'il existe, mais dans une espèce d'état de potentialité, mais pas dans un état matérialisé. C'est Einstein, quand ils ont découvert la physique quantique avec Heisenberg, Niels Bohr, Schrödinger, et voilà, toute cette clique de grands scientifiques, avait posé cette idée, cette question de dire, et à laquelle il avait vraiment du mal à croire, mais est-ce que la Lune n'existe pas quand il n'y a personne en fait qui la Oui, cette fameuse question. Voilà. Et sur le sujet, on peut ajouter 2-3 éléments. C'est toujours Rich Terrill, qui, dans le premier entretien, va me raconter ça. Il me dit, et puis bon, il n'y a pas que la physique quantique, il y a le fait que plus on comprend l'univers, plus on peut le résumer dans des formules mathématiques qui sont toujours plus petites. Il me dit aussi, il y a une constante qui s'appelle la constante de Planck, qui correspond au niveau de granularité en deçà duquel on ne peut pas descendre dans la réalité. Autrement dit, lui, il l'image en disant, c'est un peu le pixel de la réalité. Et tous ces éléments-là, et puis on pourrait même parler des trous noirs qui manifestement, en fait, quelque part l'équivalent de toute leur information, de la profondeur, la masse, en fait, a l'air d'exister en fait à la lisière, à la limite du trou noir, qui pourrait laisser penser que peut-être que notre monde en fait serait un hologramme qui serait projeté depuis, une espèce de limite du monde. Donc en fait, toutes ces questions-là font, tiens, c'est marrant, ça ressemble à un jeu vidéo. Mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'on vit dans une simulation? C'est une autre question. Ce qu'on appelle, j'ai l'impression, cette théorie du computationnalisme, voilà. Si je comprends bien, il y a un peu deux façons de voir les choses si on adhère à cette hypothèse. Il y a l'hypothèse selon laquelle il y aurait des êtres supérieurs, un peu donc des entités, qui tireraient un petit peu les ficelles, qui nous feraient jouer, on serait leur joueur en fait. Et la seconde hypothèse consisterait à dire que c'est nous-mêmes qui sommes en train d'expérimenter une réalité, mais que donc aux manettes, on est là sous une autre forme. Carrément. Alors bon, la deuxième, les deux sont absolument vertigineuses. Peut-être déjà pour revenir sur la première, parce qu'en fait la première, c'est vraiment quelque part... c'est la vision en fait de la simulation défendue par justement ces milliardaires et ces scientifiques sur lesquels je vais commencer en fait mon enquête. Et juste, alors on va pas le dire, mais à ce moment-là, tu ignores toujours qui sont ces milliardaires. Complètement. Oui. D'accord. Ouais. Moi j'ignore tout là en fait à ce moment-là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait tout de suite, je décide en fait de retourner dans la Silicon Valley, de faire du terrain, parce que tu le sais, tu es journaliste aussi. Et en fait, il y a toujours une prime en fait au terrain et au fait que quand tu dis aux gens, quand même, j'ai traversé l'Atlantique. Moi, je sais que je n'ai vraiment absolument aucun problème un peu à être relou, à jouer la carte, sinon du petit malheureux, mais dire s'il vous plaît, je suis là quand même, consacrez-moi du temps. Bien sûr, oui. Et c'est vrai qu'il y a un peu une prime à ça. Et en fait, quand on rencontre les gens, que ça se passe bien, ils ont envie de nous aider, donc il y a un peu l'espèce de côté, l'effet boule de neige. Mais donc du coup, un peu tous ces, on va dire, ces chercheurs que je vais rencontrer dans la première partie du livre, eux, ce qu'ils disent, leur idée de la simulation, c'est effectivement
pourquoi ça pourrait tenir la route qu'on vit dans une simulation. Donc, on vient d'en parler, la physique quantique. Ensuite, ils disent 2, et je vais venir au computationnalisme parce qu'en fait, c'est lié. Ils disent 2, par ailleurs, c'est quand même dingue qu'en l'espace de 60 ans, on soit passé de jeux vidéo genre Pong ou Space Invader ou Pac-Man, donc vraiment un niveau minimal de pixels Très sur un archaïque, écran, ouais. à justement des jeux vidéo en open world comme GTA, avec vraiment un niveau de réalisme quand même assez impressionnant, et des mondes qui s'étendent à perte de vue, qu'on fait des réalités virtuelles où là les graphismes sont peut-être pas encore totalement au même niveau que la réalité qu'on perçoit, mais la logique d'immersion fait qu'en fait très rapidement on oublie, et en fait on switch quelque part dans une simulation où le cerveau a l'impression en fait que dès lors c'est ça la réalité. Et puis le troisième point, c'est évidemment l'intelligence artificielle. En fait, on est quand même à un endroit où quelque part déjà l'IA fabrique des images pour le coup indiscernables de la réalité. Aujourd'hui, ça devient très compliqué de savoir si une image qu'on voit sur Instagram... Chaque mois, c'est de plus en plus dur, on va dire. Elle a été créée en IA ou pas. Ouais. Par exemple, les vidéos d'animaux, là, c'est vraiment hallucinant, quoi. Oui. On en parlait l'autre jour avec justement mon dernier invité qui était Albert Moukébert. Et il y a, moi en tout cas, qui suis éduquée. Je pense que la plupart des auditeurs du podcast sont plutôt éduqués, puisqu'on a notre âge à notre avantage, on va dire, contrairement à nos parents, par exemple, pour distinguer le vrai du faux. Et aujourd'hui, moi, je mets de plus en plus de temps à comprendre. Ouais. C'est vrai. Parfois, d'ailleurs, je sais pas. Ouais, et puis, je laisse tomber. Hein. Parfois, je sais pas. Et même, en fait, assez régulièrement, je me trompe. Et en fait, il m'est même arrivé le cas inverse d'une copine qui m'envoie une vidéo qui date d'une époque où je la connaissais pas encore. Et comme je la connais, tu vois, comme toi, là, un tatouage sur l'avant-bras, je vois la vidéo et je me dis, c'est de l'IA. En fait, c'est pas elle, c'est pas vrai. Et en fait, c'est dingue. C'était une vraie vide, mais parce que... Voilà, on n'arrive plus à jauger. Mais en tout cas, du coup, cette idée qu'en fait, en l'espace de 60 ans, on est passé là, de Pong à ces vidéos-là qui nous matrixent complètement, ils émettent l'hypothèse de dire, bon, nous, on a fait ça en 60 ans, mais si une civilisation, dans le futur, mettons des futurs humains, ou peut-être même une IA, ou peut-être une civilisation extraterrestre, avait connu une vitesse de progrès technique similaire, mais avec une durée qui ne serait pas de 60 ans, mais de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, est-ce que ça ouvre déjà pas la possibilité en fait à ce qu'on soit dans une simulation? Et surtout, eux, ce qu'ils disent, et là, c'est une grande hypothèse, et c'est du coup cette fameuse hypothèse computationnelle, qui est donc en fait un courant, notamment en philosophie de l'esprit, qui voudrait en gros que la conscience, donc notre expérience d'être au monde et de percevoir le monde, serait en dernier lieu un calcul. Le cerveau serait comme une espèce de machine. La conscience serait comme l'algorithme ou le calcul en fait qui quelque part émerge de la machine. Et leur idée est de dire, est-ce que en fait, si une civilisation dans le futur qui a fait tout ce niveau de progrès technique a compris comment fonctionne la conscience, est capable de la reproduire, de l'implémenter sur d'autres substrats, que ce soit des puces, des bouts de viande, je sais pas quoi, des fluides quantiques, enfin même des choses qu'on puisse pas imaginer, et qu'en fait du coup cette implémentation se fait aussi dans des simulations, on pourrait se retrouver en fait avec des simulations où les joueurs à l'intérieur ou les habitants de cette simulation, quelque part un peu comme dans les Sims, auraient l'impression d'être conscients alors que ce ne serait pas le cas. Et si en fait on suit tout ce raisonnement-là, et si ce raisonnement-là est vrai, alors ça ouvre la possibilité à ce qu'on ait l'impression là, d'être en train d'avoir cette discussion, et les gens qui nous regardent ont l'impression d'être en train de la regarder, alors qu'en fait, en définitive, tout ça, c'est du flan, c'est complètement simulé, et en fait, on est les Sims de... Maurice, un post-ado de 13 ans, 3000 ans dans le futur. Alors, j'ai l'impression que tu ne rencontres pas tant de gens qui estiment qu'on est un peu des pions, qu'on est des illusions de libre arbitre. Tu n'en as pas tant que ça qui t'affirment cette chose-là. Par contre, le fait que ce soit qu'il y ait une seconde strate, enfin, qu'il y ait une conscience derrière, immatérielle, ça va être un peu le fil rouge. En fait, tu vas dérouler. À partir de cette histoire de simulation, tu vas te retrouver à pieds joints dans une autre grande thématique qui est beaucoup plus large et qui est donc celle de la conscience. Au cours de cette quête, tu vas soulever, ou tes interlocuteurs aussi vont soulever une autre question. Pourquoi un amas de matière,
qui est notre cerveau, qui est donc fait de neurones, de synapses, d'impulsions électriques, se mettrait-il soudain à avoir une vie intérieure? Donc c'est vraiment les mystères du cerveau, le mystère de la conscience. Ça pareil, on en a parlé avec Albert Moukébert l'autre jour. Cette grande question, elle va planer aussi en permanence. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, en définitive, qu'est-ce qui se passe? Quand tu commences à te poser la question de c'est quoi, est-ce qu'on vit dans une simulation? En fait, tu vas te poser une deuxième question qui est bon, bah, c'est quoi la réalité? Et quand tu te poses la question de c'est quoi la réalité, il y a vraiment en fait une notion qui est absolument clé pour l'appréhender, c'est la question donc, de la conscience. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de modèle de la conscience. Il y a deux grands courants qui s'opposent. Le premier, quelque part, comme tu viens de le dire, c'est que la conscience serait le produit du cerveau. C'est la théorie dominante des neurosciences. C'est une théorie, en fait, quelque part, qui a une espèce de généalogie. En fait, ça découle directement de la vision, enfin, du paradigme, en fait, dominant des sciences aujourd'hui, qui est le matérialisme scientifique, à savoir que la réalité, en dernier lieu, ce serait de la matière, et que donc, bah, du coup, la conscience serait forcément une émanation de la matière. Oui, c'est ça. C'est le produit de la matière. Voilà, entendre ici le cerveau. Et du coup, c'est pour ça que, notamment, là, ces chercheurs que je rencontre et qui émettent cette hypothèse qu'on est peut-être dans une simulation où quelqu'un, on ne sait pas trop où, aurait compris comment fonctionne la conscience et l'aurait reproduite, et bien cette théorie-là, même si c'est une énorme hypothèse en vrai, est en ligne avec le paradigme actuel, et c'est ce qui fait que du coup, ils peuvent en parler et manier ce concept sans trop passer pour des fous du bus, en fait. Ouais. Maintenant, elle ne sort pas de nulle part, cette idée. En fait, quelque part, elle découle, pour aller un peu dans leur sens, elle découle de l'idée qu'en fait, en fait, les neurosciences, c'est une discipline qui est assez récente, finalement. Enfin, on a eu quelques idées il y a 2000 ans, et puis c'est resté un peu en jachère, et c'est vraiment à partir du 19e siècle qu'on commence à faire des dissections du cerveau, à faire des liens entre ah bah tiens, cette personne, tout à coup, prend un coup sur la tête, son niveau de conscience a l'air modifié ou altéré, en tout cas, en fait, elle a l'air d'être moins en mesure de s'exprimer. Et puis ensuite, quand on fait une dissection, on se rend compte, ah bah oui, effectivement, cette zone du cerveau a été touchée. Du coup, on commence à faire des liens, en fait, à se dire, bah, si une zone du cerveau est touchée, que la personne est moins capable de s'exprimer ou est moins capable de fonctionner dans le monde, alors elle est moins consciente. Du coup, la conscience viendrait forcément du cerveau. Mais là, il y a un peu quand même une espèce de bypass, en fait, qui est fait. On tire un peu une conclusion qui est un petit peu... qui est sans doute un petit peu hâtive. Bon, cette conclusion, elle vient aussi du fait que plus on fait des observations avec les technologies actuelles, plus quelque part, on se rend compte qu'effectivement, je sais pas, tu accèdes à une scène, par exemple, donc tu vois une scène, il y a une information qui va passer par ta rétine, elle remonte par le nerf optique, cette information va être distribuée dans le cerveau, il y a certaines zones qui vont s'activer, et ça, en fait, on le voit avec les technologies actuelles. Mais maintenant, ce que ça n'explique pas, c'est toute la dimension subjective. Ma rétine, elle te voit en train de me parler, donc bon, l'image apparaît, etc. Il y a des zones qui s'activent. Mais en fait, quand ces zones s'activent, on n'a absolument aucune information sur est-ce que je suis en train de passer un bon moment, est-ce que je suis en train de passer un mauvais moment, est-ce que peut-être que j'ai chaud à cause de ça, est-ce que peut-être qu'en fait je suis hyper stressé parce que, je sais pas, c'est ma première interview. Toute cette dimension émotionnelle, elle n'est pas du tout retranscrite. Et puis, il y a même un deuxième niveau de dimension qui pourrait être... La dernière fois que j'ai fait un entretien, il y a 5 ans, ça s'est hyper mal passé. T'as le souvenir, oui. J'ai le souvenir, donc pareil, ça n'apparaît pas. Donc ça, c'est un peu un premier grand trou, on va dire, dans la raquette, un peu à l'endroit de dire que la conscience naît dans le cerveau. Et puis le deuxième, c'est en définitive tout ce qui tient au sentiment d'être soi-même. Et là, quelque part, pour les gens qui peut-être ont l'habitude de méditer, ou même, je ne sais pas, de marcher en forêt, ou de prendre un moment et de se centrer un peu sur soi, il y a un truc très étonnant dans ce centrage, c'est que le sentiment d'être Loïc, par exemple, si là je prenais 2 minutes, je ferme les yeux, ce que je ressens être moi-même, étonnamment, c'est exactement la même chose que ce matin quand je me suis réveillé et que j'ai pris 5 minutes dans mon lit. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est la même chose que le sentiment que j'avais d'être moi-même il y a 1 an sur une plage au Maroc, c'est le même qu'il y a 5 ans quand j'étais peut-être dans une résidence d'écriture en train d'écrire mon livre. Et en fait, c'est même le même sentiment que quand j'avais 5 ans et qu'en fait j'ai mon premier souvenir d'enfant.
comment on explique en fait le fait que ce sentiment ne bouge absolument pas, alors qu'on sait que toutes les cellules de notre corps évoluent, que là par exemple, quelque part ce qui faisait biologiquement l'enfant de 5 ans que j'étais n'existe plus. Toutes ces cellules ont été remplacées, tous les fluides, les trucs, et pourtant ce sentiment il est toujours là. Comment on l'explique? Mystère. Et puis alors après, si on va même un peu au-delà, mais peut-être qu'on y viendra, mais c'est pareil, le modèle actuel n'explique pas comment des gens qui ont des expériences, par exemple, de mort imminente, où en fait le cerveau ne fonctionnait plus, sont capables de rapporter des éléments auxquels ils n'ont supposément pas assisté, et il y a tout un tas de choses comme ça. Et ce qui fait que du coup, en fait, je vais me retrouver assez rapidement à devoir essayer de me dépatouiller un peu de cette histoire de conscience, mais je vais me rendre compte qu'effectivement, il y a ceux qui pensent qu'on est dans une simulation type un peu Matrix ou type Sims, et puis d'autres, peut-être un peu plus portés sur le spirituel, mais qui proposent un inversement en fait dans la manière d'appréhender le sujet, et qui disent, et si en fait la conscience ne naissait pas du cerveau, et si en fait la matière n'était pas quelque part l'élément fondamental, mais si à l'inverse en fait la matière naissait de la conscience, et si la conscience était en fait la matrice du monde, était la matrice de la simulation, et que en fait notre corps, nos sens et notre cerveau ne seraient qu'une espèce de véhicule permettant de la filtrer, d'avoir une expérience de ce niveau de réalité là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un niveau de réalité plus grand? Alors tu vas rencontrer, c'est je crois le cas, donc Rizwan Virk, ou Rizwan Virk, comment on dit? Ouais, Rizwan Virk, Rizwan Virk, que tu vas rencontrer, donc qui lui travaille dans le jeu vidéo, qui est un entrepreneur qui a fait fortune avec plusieurs jeux. Il le dit clairement, pour lui, il y a plus de chances qu'on vive dans une simulation que l'inverse. Donc, il partage un petit peu tout ce que tu viens d'expliquer et il va te mettre sur le chemin, enfin, il va te parler d'un homme dont tu ignores à ce moment-là, je pense, le nom, qui est donc Tom Campbell. C'est lui qui t'en parle la première fois. Ouais, c'est Rizwan qui m'en parle. Alors bon, Rizwan, pour en dire deux mots, c'est le mec qui a écrit le livre aux États-Unis sur la théorie de la simulation. Voilà. Ce qui est vraiment son bouquin, c'est une espèce de carton monumental. Enfin, il est invité partout, Rizwan, chez Joe Rogan, truc. Et en fait, effectivement, lui, comme il a bossé dans l'industrie du jeu vidéo, et que par ailleurs, en fait, il a un truc assez intéressant, c'est que il vient d'une famille en l'occurrence pakistanaise, mais il a eu tout un background vraiment où en fait les théories notamment orientales ont un peu existé. Et en fait, il a un peu fait le lien de se poser la question de dire est-ce que le jeu vidéo et en même temps est-ce que l'hindouisme, le bouddhisme, etc. ne nous disent pas qu'on vit dans une simulation. Lui, c'est un bon pédagogue. C'est vraiment quelque part quasiment le VRP de la théorie de la simulation. Il tranche pas, il dit pas qu'on est dans une simulation matérialiste ou il dit pas qu'on est dans une simulation plus spirituelle, on pourrait la qualifier comme ça, en tout cas de conscience pure. Mais c'est vrai qu'en fait c'est un peu un incontournable. Et donc quand j'étais dans la Silicon Valley, je lui ai beaucoup couru après. Je me suis dit il faut absolument lui parler parce que effectivement s'il y a un mec qui va pouvoir m'en dire plus sur la rumeur et les milliardaires, là je révèle pas, ok, comme ça je laisse un peu de suspense. Voilà. Je me dis c'est lui. Mais c'est lui, il fallait que tu le rencontres. Voilà. Et c'est vrai que dans le cadre de notre rencontre, on a une discussion qui est absolument fascinante, qui permet de mettre plein de choses en perspective. Mais il me dit, écoute, si tu cherches en revanche un physicien qui pense qu'on vit dans une simulation et qui a carrément imaginé des expériences de physique quantique, il faut que tu parles à Tom Campbell. Et là, en fait, c'est drôle parce que peut-être que toi, le feeling que tu as eu là en voyant le book, le livre, pardon, tiens, il faut que je vais en parler, il faut que je parle à Loïc. Bon, bah, moi, quand Rizwan, il me dit, il y a Tom Campbell, je me suis dit, ok, il faut absolument que je parle à ce mec-là, d'autant plus que s'il a imaginé des expériences pour le prouver, on commence un peu à toucher au but. Donc, tu vas finir par le rencontrer, alors d'abord virtuellement. Pendant un certain temps, tu vas lui parler uniquement virtuellement. Aussi parce que tout ça tombe au milieu du Covid. Ça, tu en parles pas mal dans ton bouquin, donc on ne va pas tout dire. Mais est-ce que tu peux essayer de nous dire, je sais que c'est compliqué, mais essayer de nous résumer ce que va chercher à démontrer Campbell, en fait. Et de quelle manière il compte le faire. Ouais, donc effectivement, c'est vrai qu'au sortir un peu de cet entretien avec Rizwan, je me dis il faut absolument que je parle à ce Tom Campbell. Là, c'est une évidence pour moi. Donc je commence à regarder un peu ses expériences, à me familiariser avec ça. En gros, ce que Tom Campbell veut démontrer, c'est la suite de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Ce qu'on sait aujourd'hui de la réalité à l'endroit physique, c'est donc que la réalité, tant qu'elle n'est pas observée,
elle existe comme un ensemble de probabilités qui ne sont pas advenues, comme un ensemble de potentialités. Et c'est en revanche quand on est en laboratoire et qu'on fait une mesure ou une observation, que toutes les probabilités s'écroulent, il y en a une qui reste et ça devient la réalité. Lui, Tom, ce qu'il veut démontrer, c'est que ce n'est pas juste le fait de faire une observation ou une mesure, c'est le fait qu'en fait, les données de cette mesure, parce que la mesure, elle est faite par un petit dispositif, en fait, par une petite machine, que ce soit un humain, une conscience qui accède en fait aux données. Donc il va imaginer une série d'expériences où dans certains cas, la mesure va être faite, mais elle va être détruite. Par exemple, on l'enregistre sur une clé USB et on incinère la clé USB avant qu'un humain y accède. Et donc il prédit que si effectivement il y a ça, on va avoir un type de résultat. Et en revanche, dans certains cas de figure, l'humain accède à la mesure, et là, on va avoir un autre type de résultat. Je ne rentre pas dans la complexité, mais ceux qui sont un peu branchés sur la question auront reconnu qu'on parle ici de la dualité onde-corpuscule, avec l'idée que la réalité, en fait, quand on l'observe, se comporte en fait comme des particules un peu matérialisées, et qu'en revanche, quand on n'observe pas ce qui se passe, la réalité existe comme un ensemble d'ondes. Autrement dit, en fait, de probabilité. Voilà, c'est ça. L'onde, c'est une image. Ouais. Il y a une célèbre expérience qu'on peut peut-être essayer de rapidement expliquer pour un petit peu comprendre, concrétiser tout ça, qui est donc l'expérience des fentes de Jung. C'est l'expérience finalement qui est très basique, qui date, mais sur laquelle va vouloir s'appuyer Campbell. Est-ce que tu peux essayer de juste nous dire en 3 mots en quoi elle consiste cette expérience des fentes de Jung ? En gros, en fait, historiquement, genre dès le XVIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, il y a une espèce de grande bataille idéologique entre certains physiciens qui disent la lumière c'est une onde, et il y en a d'autres qui disent la lumière c'est des particules. Donc on peut imaginer, pour vous faire un schéma, soit c'est des petits points qui s'impriment sur... Admettons qu'on ait une plaque photosensible, soit ça va être des petits points de lumière, plus lumineux, soit ça va être une onde qui ressemble, donc on peut l'imaginer comme une vague. Voilà. C'est ça. Et avec des zones qui vont être plus lumineuses à certains endroits, mettons sur le haut de la vague, et plus sombres dans ce que serait le creux de la vague, quelque part. En définitive, au début en 1801, il y a un type qui s'appelle Thomas Young, qui va avoir une idée d'expérience pour départager est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est des particules. Il va faire son expérience et ça va avoir l'air en fait d'être une onde. Donc on va penser que le débat a été tranché pendant un certain nombre d'années. Et puis avec la naissance de la physique quantique, on va commencer à se reposer la question de est-ce que c'est vraiment le cas ? Et on va se rendre compte d'un truc un peu bizarre. Et donc, en gros, c'est l'expérience des fentes de Jung, du nom de ce fameux gars qui s'appelle Jung, où en fait, on a un faisceau qui balance des photons, qui sont des petits grains de lumière. Ces petits grains de lumière sont balancés en direction d'une plaque qui est transpercée de 2 fentes. Et puis, au fond, on a un mur qui va répercuter, en fait... la manière dont ces photons ont voyagé et l'imprimer voilà, sur cette fameuse plaque photosensible. Et là, truc très mystérieux, on va se rendre compte que si on a un observateur, en tout cas si on a une petite machine quelque part qui serait un peu comme un juge de ligne et qui regarderait, ok, est-ce que c'est passé à gauche, est-ce que c'est passé à droite, qu'on tire plein de ces photons, à la fin, on va avoir 2 bandes pleines de points. On a les 2 bandes et du coup, ça indique la réalité, la lumière en l'occurrence, c'est un ensemble de particules. Mais maintenant, le truc absolument mystérieux, c'est que si on ne met pas le juge de ligne, là, si on ne met pas le petit boîtier qui regarde, mettons qu'en fait, on met une espèce de chape au-dessus de ça, on fait exactement la même expérience, et sur le mur au fond, on n'a plus le même résultat, on ne retrouve plus les trucs avec des petits points, on retrouve ce schéma d'interférence avec en fait des bandes... lumineuses fortes et puis des bandes sombres entre les deux. Qui correspond à l'onde. Voilà. Tu vas nous mettre un super schéma qui va nous permettre de visualiser tout ça. Et en gros, en fait, ça, on sait que la réalité fonctionne comme ça, mais pourquoi c'est le mystère absolu. Donc que la réalité a sa plus petite échelle de valeur. Il faut quand même préciser. Donc on parle de particules et donc on n'est pas dans la macro-réalité. Voilà. Ouais. Donc et c'est là tout le grand mystère. C'est sur cette expérience qui a l'air basique, mais on le comprendra après aussi dans ton livre, mais qui est encore aujourd'hui assez compliqué à reproduire en laboratoire, sur cette expérience que va s'appuyer Campbell pour démontrer sa théorie, son grand modèle, auquel il a donné un nom, qui s'appelle MBT, qui veut dire My Big Toe. Donc c'est un jeu de mots qui veut à la fois dire ma théorie du tout, et
mon gros orteil. Moi, j'aime beaucoup ce jeu de mots, je trouve ça très drôle. Donc MBT, c'est une vraie théorie du tout. Donc déjà, c'est très audacieux d'en proposer une, alors qu'aujourd'hui, les physiciens n'arrivent pas à en formuler une. Elle s'appuie sur la conscience comme clé de voûte de ce tout. Donc là encore, difficile de te demander de résumer simplement les choses, mais est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ce que serait concrètement MBT? Ok, donc en gros, pas simple. Mais en gros, Tom, c'est un type qui en fait est physicien, qui a fait toute sa carrière dans l'armée américaine. Ensuite, il a été consultant pour la NASA, pour Boeing. C'est un type qui a fait des simulations pendant toute sa vie, des simulations de missiles, de radars, de fusées. Et en fait, en parallèle de cette carrière un peu traditionnelle, il a fait partie d'un petit groupe de ce qu'il qualifie d'explorateurs de la conscience, qui ont passé les années 70 en fait, à se poser la question de ne serait-il pas possible d'accéder à différentes dimensions, quelque part, sans utiliser de psychédéliques, mais en utilisant plutôt des techniques de méditation, de relaxation, et aussi des ondes binaurales. Et en fait, son idée derrière ça, pourquoi ils ont décidé d'explorer ça, c'est qu'ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait quand même énormément de gens qui disaient rapporter ce qu'on peut qualifier d'expériences paranormales ou de phénomènes psy. Des gens disaient qu'ils avaient des expériences de télépathie, des gens disaient qu'ils étaient capables d'accéder à des informations à distance sans l'usage de leurs sens, mais simplement par une espèce de système, encore une fois, de précognition ou de capacité extrasensorielle. Ils étaient intéressés aussi à cette question de qu'est-ce qui se passe avec ces expériences de mort imminente. Et avec une logique de chercheurs, du coup, ils se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme protocole pour en fait tester un petit peu toutes ces choses-là. Et puis ils étaient aussi intéressés par le côté un peu guérison, type Reiki, etc. Ou coupeur de feu. Comment une personne va être capable en fait de faire en sorte que même sans apposer ses mains, juste en se mettant en fait à distance de quelqu'un, on allait pouvoir apaiser non seulement la sensation de brûlure, mais même dans certains cas, manifestement, réduire en fait sensiblement la plaie. Tom, il a conscience qu'à partir du moment où il s'engage sur ce chemin-là, il met sa réputation en jeu, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il est un double endroit d'un côté, je vais faire des expériences de physique quantique, donc dérivées de la double fente, parce que si je veux démontrer qu'on est dans un système de conscience, il faut que je joue un peu selon les règles du jeu. Mais d'un autre côté, il a aussi cette croyance, moi je dis croyance, mais lui, il la qualifierait d'expérience, de tous ces phénomènes qu'on vient d'évoquer, pour lui, sont réels. Et il dit qu'ils sont réels parce qu'il a passé 40 ans à les pratiquer et que, en fait, en gros, ce qu'il propose, c'est que là, quelque part, que l'esprit vienne avant la matière. Son idée est de dire... Moi, j'ai commencé à imaginer que la conscience puisse être la matrice du monde à partir du moment où je me suis rendu compte que depuis un état de conscience un peu particulier, je pouvais agir sur la matière sans la toucher. En gros, je ne sais pas si c'est clair dit comme ça. En fait, ce qu'il dit, oui, si, c'est clair, mais peut-être pour essayer de encore plus simplifier le propos, pour lui, la conscience est à l'origine de tout, prime sur la matière. La conscience précède la matière. Et donc, à partir du moment où la conscience précède la matière, vu qu'elle elle en a la primeur, elle est capable d'agir dessus. Exactement. Donc en fait, pour lui, par exemple, dans son espèce de logique, pour donner un exemple un peu concret sur l'histoire des coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, donc les gens qui seraient supposément, je pense que moi je parle avec des pincettes, surtout, je laisse un peu à chacun se faire son idée, mais phénomène intéressant, dans toutes les unités de grands brûlés, il y en a. Il y en a. On propose en fait aux familles, si les personnes ne sont pas en mesure en fait de décider pour elles-mêmes, soit aux personnes qui ont été brûlées, d'avoir accès en fait à des listes de personnes qui peuvent apaiser leur souffrance. Même chose aussi dans les cabinets d'oncologie, les unités d'oncologie, où pareil après des radiothérapies, on souffre de brûlures. Bon. Lui, Campbell, son idée est de dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait concrètement d'un point de vue physique? Et en fait, du coup, il se pose la question de savoir, est-ce qu'en dernier lieu, une brûlure, c'est pas une agglomération d'informations, et au bout d'un moment, cette information devient de la matière. Et est-ce que depuis en fait donc depuis un endroit de l'esprit où en fait, en l'occurrence, il prône quand même de sortir de la dimension très intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'il parle avant de méditation ou de relaxation, vraiment de se mettre dans un état qu'il qualifie lui de plus intuitif, pour pouvoir travailler depuis
cet espace-là. Et il dit, est-ce que depuis cet espace-là, en fait, on ne serait pas en mesure d'influer justement sur les probabilités de la physique et de faire en sorte que va advenir une composition de la matière plutôt qu'une autre. Donc c'est un peu ces théories-là qu'il va explorer, qui sont du coup évidemment, je dirais, controversées, dans le sens où en fait ça fait vraiment hurler les matérialistes quand on va sur ce terrain-là. Mais en tout cas, lui, à l'aune de sa compréhension de physicien, de 50 ans d'expérience, où en fait, sans trop en révéler, mais il fait des expériences de sortie de corps, il fait des expériences de remote viewing, il fait... Donc remote viewing, vision à distance. Donc, d'ailleurs, c'est pas toujours évident de distinguer la sortie de corps du remote viewing. Mais ça en fait partie, en fait, c'est ça ? Disons que, en fait, moi, de ce que j'en comprends, il n'y a pas besoin de sortir de son corps pour faire du remote viewing, mais en l'occurrence, à l'inverse, en sortie de corps, tu peux aussi faire du remote viewing. Oui. Et donc, vision à distance, l'idée du remote viewing, ce serait la capacité qu'auraient les humains, en fait, d'accéder à une information qui n'est pas présente, en fait, dans leur champ géographique. Voilà, oui, direct. Donc, par exemple, je sais pas, là, on pourrait avoir une image cachée dans une enveloppe que j'ai jamais vue, tu l'aurais mise, et en fait, en me préparant un peu, je pourrais être en mesure d'y accéder. Ouais. Alors, toutes ces expériences paranormales, on peut les qualifier de paranormales. Alors moi, évidemment, j'en avais connaissance. Ce que j'ai appris dans ton livre, c'est quand même à quel point il y avait eu des protocoles qui avaient été suivis pour en prouver la véracité. Et en fait, comme tu l'as dit, il y a des coupeurs de feu dans des unités, enfin dans des CHU, dans des hôpitaux. Il y a des remote viewers qui ont travaillé pour la CIA pendant des années. On a aussi peut-être des médiums dans la police. En réalité, ces phénomènes sont là, sous nos yeux, ont été encadrés, observés selon un protocole, et pour ça, on les remet en question. Donc ça, on va en parler. Mais c'est ce que Campbell et tous les autres, finalement, et puis en fait, dès le début, dès qu'on commence à mettre les pieds dans l'histoire de la simulation, on peut appeler ça des glitches. Tu le disais tout à l'heure, donc ces fameuses anomalies dans le réel qui pourraient être en fait ces petits trous dans la toile qui laisseraient entrevoir ce qu'il y a derrière, à savoir la conscience avant la matière. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, en gros, le modèle de Tom, du coup, qui propose une inversion, c'est de dire qu'en fait, en dernier lieu, la réalité, c'est de la conscience. Et lui, en fait, il a vraiment... Pourquoi il parle de simulation ou il parle de réalité virtuelle, en tout cas pour qualifier notre réalité? Il dit que en fait, on serait tous, donc toi, moi et notre réalisateur, des petites unités de conscience en fait qui proviendraient à la base d'un grand système de conscience. Ce grand système de conscience serait donc la matrice du monde. Ce serait une espèce d'entité désireuse en fait peut-être de faire l'expérience d'elle-même. En tout cas, une entité désireuse d'explorer tout ce qui est potentiellement explorable. Et donc, la base de son modèle MBT, c'est de dire que, il y a une conscience primordiale, que dans des traditions peut-être plus New Age, on pourrait appeler la source, que dans des traditions religieuses, on pourrait appeler Dieu. Donc lui, il appelle ça conscience primordiale, conscience élargie, ouais. Gros ordinateur, c'est aussi, il a pu employer ce terme. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il a un modèle... Moi, dans le livre, disons que j'ai fait une espèce de condensé, mais Tom, il faut savoir qu'en fait, il a posé tout son modèle dans une trilogie qui fait 900 pages, qui est honnêtement absolument fascinante à lire, parce qu'elle invite vraiment à un décentrement et à repenser en fait ce qu'on croit être la réalité, quand bien même en fait on peut faire le tri. Voilà, ouais. C'est ça. Mais c'est un travail absolument remarquable. Et donc du coup, il dit que quelque part, ce système de conscience élargie, comme il l'appelle le LCS en anglais, le Larger Consciousness System. Il parle que en acronyme. Donc il dit qu'en fait le LCS là est animé par, il est presque consumé en fait par un processus qui est le processus d'évolution, qui le pousse en fait à toujours explorer ce qui peut être. Et quelque part, ça fait aussi écho en fait à ce qu'on appelle les automates cellulaires, en fait, qui sont un modèle mathématique qui servent aux mathématiciens à imaginer comment pourrait se développer un système en ayant une ou deux données de base, une espèce d'équation qui dit à chaque fois qu'il se passe tel truc, il se passe tel truc. Et il y a une expérience qui s'appelle le jeu de la vie qui illustre assez bien ça. Enfin voilà, j'invite chacun à aller regarder. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent bien en fait
en partant juste vraiment d'un truc très basique, justement une espèce de quasiment d'écran noir sur lequel on va mettre un pixel blanc et une proposition de quand il se passe ça, comment il y a une complexité en fait qui peut se développer. Et donc en fait quelque part c'est un peu l'idée de Tom de dire que il y a cette espèce d'entité à la base qui est consciente et qui n'existe que en tant qu'elle-même et qui en fait au fur et à mesure animée par en fait ce processus d'évolution, autrement dit cette espèce un peu d'équation de départ qui dit s'il se passe ça, il se passe ça, va arriver à un niveau de complexité complètement dingue et va progresser, puis à un moment donné se rendre compte que son évolution n'avance plus si vite que ça. Et la proposition que Tom fait, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, le système de conscience va commencer à générer des réalités virtuelles à l'intérieur desquelles, en fait, il va pouvoir tester en fait, d'autres types de simulations en fait, à l'intérieur de la matrice de base pour développer des fonctions, peut-être mieux se comprendre, et avec vraiment une idée de, ok, on explore toujours plus et toujours plus. Et dans l'idée de Tom, en fait, notre réalité physique matérielle serait en fait quelque part une espèce de simulation qui émanerait là de ce grand système, simulation qui est régie par un certain nombre de règles que sont en fait nos règles physiques, voilà, nos lois de la physique et de la biologie, et qui en fait nous permettent de faire certaines choses et nous empêchent d'en faire d'autres. Et son idée est de dire, est-ce que en revanche les glitches justement ne seraient pas ces phénomènes paranormaux qui en fait seraient à cheval sur ce que notre niveau de réalité nous permet de faire, ou en tout cas qu'on croit qu'elle nous permet de faire. Et pour lui, en fait, il y a notre réalité, c'est pas que la réalité physique, il y a aussi un degré de réalité non physique. Et si on commence un peu à embrasser cette idée-là et un peu quelque part à presque se défaire un peu de certains carcans de pensée qu'on peut avoir, on pourrait être capable, tous, de pratiquer là, ce remote viewing, ces sorties de corps, etc. Et son idée est de dire, en fait, en vrai, le truc c'est que moi, si je dis ça, vous ne pouvez pas me croire, parce qu'en fait, ces expériences-là sont par nature subjectives. Vous pourrez y croire seulement que si vous les avez expérimentées, mais il y a quand même un corpus d'études depuis une centaine d'années sur ces sujets, que ce soit télépathie, télékinésie, sortie de corps, guérison et même dans une moindre mesure, mais quand même un peu sur les expériences de mort imminente, qui laisse à penser que pourrait peut-être y avoir quelque chose. Alors c'est marrant, c'est que ces études, elles sont toujours hyper critiquées. Oui. On va toujours dire qu'il y a des biais de méthodologie, que les chercheurs avaient des biais, qu'en fait elles n'ont pas été bien pensées, que l'hypothèse de départ n'est pas bonne. Mais il y a des chercheurs qui ont fini par se dire, bon là ça fait quand même 100 ans qu'on fait des études, on a un corpus de plusieurs milliers, qu'est-ce qui se passe si on fait des analyses, voilà, des méta-analyses. Et il semble... Donc des méta-analyses, ce serait une compilation de toutes ces analyses, de toutes ces études pour essayer d'en dégager un résultat plus général. Voilà. Exactement, merci. Je n'aurais pas été capable de le dire aussi bien. Et il semble en fait qu'il persiste en fait des anomalies statistiques en fait à l'aune justement de ces métacritiques, enfin de ces méta-analyses, et qui en fait laissent penser que oui, en fait ces phénomènes paranormaux quand même finalement pourraient ne pas l'être en fait. C'est ça la vraie question. Oui. Il y a une espèce d'idée un peu de se décentrer du coup de ce qu'on croit être la réalité, du cadre qu'on a, et de se dire en fait soyons pas dogmatiques. Est-ce que ça vaudrait pas le coup, plutôt que de les rejeter en fait tout de suite, de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Et du coup, dans le livre, effectivement, il y a un peu un basculement de ma part, pas tant dans le fait d'y croire ou pas y croire, même si là, j'en dis rien, mais il y a un moment où il commence à m'arriver des trucs un peu bizarres. Je pense aussi. Que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas vraiment, que je veux pas aborder parce que je veux que les gens lisent ton livre. Et donc, si on commence à parler de tes expériences personnelles, c'est dommage. Ouais. Parce que, évidemment, on a envie de savoir ce que tu as vécu toi. Tu as vécu des choses. En tout cas, tu vas te lancer, tu vas suivre Tom Campbell dans ses... Puisque lui, c'est quelqu'un qui est pour l'expérimentation, pour l'expérience personnelle, tu l'as dit. Il prône finalement le subjectif. Il te dit que pour y croire, il va falloir que tu le vives. Donc toi, ce que je peux dire, c'est que tu vas y aller, tu vas tester des choses, il va t'arriver un certain nombre de choses. De là à dire que ça va te faire basculer complètement de son côté, voilà, je n'en dis rien. Mais en tout cas, je pense qu'on peut en parler sans s'attarder sur tes expériences à toi. Oui. Et c'est vrai que du coup, en revanche, il y a un autre truc qui vraiment m'a paru, c'est un des trucs un peu les plus hallucinants du bouquin. Donc, comme tu le dis, en fait, il y a tout un tas d'études et effectivement, il y a
Dans les années 70, la CIA, en fait, a des informations selon lesquelles les Russes auraient monté un programme d'espionnage avec des médiums. Du coup, ils se disent, on ne peut pas se laisser faire, il faut qu'on contre-attaque. Et donc, ils mandatent en fait des physiciens et des médiums en leur disant, les gars, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, vous nous inventez un protocole. Et en fait, ce protocole, ça va être le remote viewing. Autrement dit, on va entraîner des agents à essayer de percevoir de manière non sensorielle, en tout cas en utilisant des capacités qui vont au-delà des 5 sens de base. Oui, ce qu'on peut appeler des capacités psy. Voilà, des capacités psy, des informations. Et ils vont passer 2 ans à développer ce fameux protocole, et ils vont se rendre compte qu'en fait ça marche au-delà de leurs espérances, tant et si bien qu'en 1974, ils publient carrément, donc les chercheurs en question, un papier, donc on ne sait pas qu'ils sont financés par la CIA en vrai, mais ils publient carrément un papier dans Nature où ils démontrent en fait la validité du protocole et le fait qu'en fait les gens qui s'y adonnent dans le cadre de l'étude arrivent à avoir accès à des informations. Personnes qui, on peut quand même le préciser, sont déjà, se rendent compte dès leur plus jeune âge, on va dire ont des prédispositions, des facilités un petit peu à se mettre dans ces états. Après, je ne me souviens plus très bien, mais tu l'expliques aussi dans ton livre, si des agents qui n'ont rien à voir avec ça, à un moment, arrivent à pratiquer le remote viewing. C'est vrai qu'en fait, ils vont quand même faire une espèce de... Ils vont faire une sélection un peu à l'entrée de se dire, OK, allons voir les agents à qui il arrive des trucs un peu bizarres sur le terrain, parfois, ou des choses comme ça. Exactement. Ouais. Mais en tout cas, bon voilà, ils publient l'étude, qui en même temps envoie un peu un message à l'Union soviétique, nous aussi, on est sur le coup. Mais surtout, c'est pas en fait juste des relations publiques, c'est que George Bush père, qui n'est pas encore président des États-Unis mais qui est directeur de la CIA, a dit non mais en fait ça marche, on monte une unité. Et donc en fait il y a une unité qui est montée à l'armée où il va y avoir donc un certain nombre d'agents spécialisés là-dedans, qui sont des agents de l'armée, qui ne sont pas des médiums, mais qui ont un peu des capacités étonnantes. Et on a un en particulier qui s'appelle Joe McMoneagle, qui va en fait devenir le Pablo Picasso du remote viewing. Qui va vraiment être une espèce de brute absolue, et à qui en fait on confie des missions complètement dingues. Il y a un cas où en gros les Américains ont réussi par satellite en fait à capturer des images au-dessus d'un entrepôt au nord de la Russie, autour duquel ça a l'air de s'affairer énormément. Il y a énormément de militaires. Quelque chose de très grand, d'ailleurs. Ouais, une espèce de truc monstrueux, collé en fait à la mer. Et c'est impossible en fait d'infiltrer un agent là-dessus. Et en fait, du coup, ils se disent ce qu'on va faire, on a les photos en fait par satellite. On va mettre la photo enfermée dans une enveloppe. On va la donner à l'agent en question. Lui, il n'a pas accès à ce qu'il y a sur la photo. Et on va lui dire, écoute, décris la cible, parce que c'est ça le vocabulaire, décris la cible et dis-nous ce qu'il y a dedans. Et lui, il ne va pas du tout voir en fait une photo d'un entrepôt. Ce qu'il va percevoir, c'est un sous-marin ultra technologique. À double coque. Avec... Un truc qui est une aberration finalement à ce moment-là, technologique. Sous-marin à double coque, ça n'existe pas. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça n'existe pas, mais en tout cas, un truc aussi gros, ça paraît complètement délirant. Avec des systèmes de missiles complètement dingues et tout. Et en fait, du coup, quand il donne sa transmission, les types en face lui disent c'est n'importe quoi. Et il leur dit vous verrez. Et je peux même vous dire qu'ils vont le mettre à l'eau dans 4 mois. Et 4 mois plus tard... Il dit pas 120 jours précisément. Il dit 120 jours, voilà. Il a vraiment une espèce de précision pas possible aussi dans la date de mise à l'eau. Bon, lui, il est vraiment absolument extraordinaire. Et donc, il va faire une partie de sa carrière pour l'armée. Et puis après l'armée, en fait, il va partir. Et en fait, il va continuer dans le privé. Il va continuer à travailler quand même de manière officieuse pour les officines, que ce soit FBI, CIA et compagnie. Mais il va aussi travailler pour des compagnies pétrolières pour trouver des gisements. Oui, il s'avère qu'il a tout le temps raison. Il avait raison pour le sous-marin. Il n'a pas tout le temps raison. C'est pas une science exacte. Je crois qu'il dit que... Il a vraiment des informations absolument impossibles à trouver autrement dans plus d'un tiers des cas. Oui. Mais en contrepartie,
Non, j'allais dire un truc, il se plante pas, mais c'est pas lui C'est un qui se peu plante. flou parfois. Non, Ouais. mais c'est pas lui qui se plante pas, c'est Nicolas Fraisse dans les études de Ah oui, Sylvie d'accord, Détiolas et d'accord, Claude d'accord. Charles-Fourier qui lui ne se plante jamais. Mais Quand ça, il, oui. quand Oui. il voit pas, il voit pas. Mais on en parlera Mais on peut-être va en après. parler après, parce Mais en qu'il est revanche- impressionnant, lui. Hein, oui. Mais Joe McMoneagle, en revanche, c'est vrai qu'au bout enfin, il a tellement fait de trucs. C'est une star de la télé japonaise, parce qu'ils avaient une espèce d'émission genre perdu de vue, où en fait on lui filait juste un numéro de sécu ou une photo de Il la a personne. retrouvé des gens. Il a retrouvé des Ouais. gens. Enfin bon, mais ce qui est dingue, c'est que en fait ça c'est filmé, c'est des trucs, on peut retrouver les archives et tout. C'est délirant. Et du coup, je suis allé, moi, bah voilà, ça fait partie des gens que je suis allé voir en disant, eux, en fait, proposent une vision de la réalité qui, en fait, ne dédie pas complètement le modèle actuel, mais qui, en fait, propose quelque part une extension, qui propose de dire, en fait, ces trucs qu'on ne comprend pas, bah, peut-être qu'en fait, si on sort un peu là, de notre cadre matérialiste qui est très étriqué et on commence à laisser la place ouverte à un truc un peu plus grand, bah, peut-être qu'en fait, on peut les intégrer dans le modèle. Et moi, c'est ça qui m'a fasciné, de me dire, en fait, c'est les Copernic de notre époque, ces mecs-là. Et effectivement, tu as raison, Joe McMonegle, il dit, en vrai, tout le monde est capable en fait de faire du remote viewing pour peu qu'on s'y consacre. Comme Tom. Tom le dit aussi. Voilà, Tom le dit aussi. Mais en fait, tous les gens qui sont sur ce sujet-là le disent. Pour eux, en fait, c'est pareil que de faire du piano C'est une histoire d'entraînement. ou de la guitare. Ouais. En partant du principe que certains ont des facilités innées, comme quand on a l'oreille absolue ou que tu joues au tennis et que tu es Roger Federer voilà, ou tu es Lolo. Quoi. Mais avec de l'entraînement, on pourrait tous, en théorie, y arriver. Exactement. En tout cas, voilà. Mais avec cette idée que, voilà, et pour conclure là-dessus, mais Joe dit quand même que c'est un peu, je pense, un chiffre au doigt mouillé, mais il dit qu'il y a une personne sur 2000 qui a vraiment des capacités hors de la norme. Il donne une statistique. C'est intéressant. Je ne sais pas d'où il la sort. Mais... En tout cas, si on revient à cette histoire de conscience primordiale, qui, là, est vraiment entre dans le cadre théorique de... Pardon, mon téléphone est tombé. Entre dans le cadre théorique de Tom Campbell. Et à un moment, tu écris quelque chose, j'avais envie de lire ce passage. Donc, d'après lui, Tom Campbell, la conscience primordiale serait apparue il y a très longtemps, bien avant le Big Bang. Il est inutile à notre niveau de chercher à connaître d'où elle provient et ce qui a pu l'activer. Les échelles nous échappent totalement, de la même façon qu'une bactérie dans notre estomac serait incapable de piger les mécanismes du Nasdaq. Voilà. En fait, je trouve cette analogie quand même intéressante, parce qu'évidemment, on est toujours tenté de se dire, mais ok, donc admettons, il y a des glitches qui finalement sont le reflet de l'existence d'une conscience primordiale, mais d'où elle vient, voilà. Et donc à un moment, il faut arrêter peut-être de se poser les questions. C'est ce que nous dit Tom aussi. Il dit qu'il y a un degré d'abstraction au-delà duquel, en tout cas, on ne peut pas avoir les réponses. Mais en contrepartie, ça n'empêche pas quand même de ne pas faire l'autruche en fait, sur des choses qui ont l'air d'être là, qui ne rentrent pas dans les modèles scientifiques. Et il est en fait dans une forme d'invitation de dire voilà, élargissons un petit peu le scope, ne nous interdisons rien, même si en dernier lieu, essayer de comprendre en fait ce qu'est la vie, ce qu'est la conscience, sera a priori très compliqué. En tout cas, ça paraît ultra audacieux, ce que dit Tom, ce qu'il essaye de formaliser. Ça paraît surtout, c'est surtout tout à fait inconvenant pour un bon nombre de physiciens aujourd'hui, dans la mesure où la conscience, elle est non physique. Et donc, elle n'est pas mesurable. Alors ça, c'est un grand problème en science aujourd'hui, en tout cas dans le matérialisme qui nous régit. Pourtant, tu rappelles dans ton bouquin qu'en 1931, le physicien Max Planck lui-même, qui est donc l'un des géniteurs de la physique quantique, disait dans un entretien, je cite, qu'il considérait la conscience comme fondamentale et la matière comme dérivée de la conscience. Nous ne pouvons pas aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous considérons comme existant, postule la conscience. Franchement, je trouve ça impressionnant quand tu commences à reformer le puzzle, puisqu'en fait, c'est pas le seul. Il y a même Schrödinger qui s'est exprimé sur le sujet, qui lui aussi avait tout un tas d'interrogations sur la nature de la réalité. Et alors lui, il va même s'intéresser en profondeur à l'Advaita Vedanta, c'est comme ça qu'on dit ? Okay. La pensée non dualiste indienne, qui est l'une des grandes écoles philosophiques
de l'hindouisme. Schrödinger, il va en reprendre les principaux enseignements dans ses conférences et défendre l'idée que la dualité entre l'observateur et le monde extérieur, entre le sujet et l'objet, ne serait qu'une illusion. Il n'y aurait qu'un niveau de réalité pour lui, et ce que nous percevons comme des consciences individuelles ne serait qu'une manifestation temporelle d'une conscience unique, universelle et préexistante à toute expérience subjective. Donc là encore, on est complètement dans le mille. Écoute-moi Marine, tu me fais vraiment trop plaisir que l'on puisse aborder ces sujets-là. Non mais c'est drôle parce qu'en fait quelque part, j'ai découvert après que Schrödinger en fait effectivement s'est tourné vers l'Advaita. Mais en fait moi mon enquête m'a mené exactement au même endroit. Il y a eu une espèce de mouvement qui a fait qu'en fait au bout d'un moment je me suis retrouvé en Inde. Parce que en définitive, le fond de la question, on s'en rend compte pour définir ce qu'est la réalité, c'est la question de la conscience. Il y a toujours eu deux camps. Déjà, en fait, Platon et Aristote s'opposaient. Enfin voilà, Platon disait que la réalité, en dernier lieu, c'est pas la réalité matérielle, mais il y aurait un monde des idées qui serait quelque part plus la matrice du monde, quoi. Ce qui est intéressant en plus avec des philosophes de l'Antiquité, c'est qu'il n'y a aucune connaissance du monde physique, au sens où on n'a pas d'instrument. On est dans de l'intuitivité, en fait. Et c'est ça aussi qui est parfois intéressant. Ouais, non, mais c'est clair. Et en fait, mais en fait, avec Platon, la question qui se pose, c'est manifestement, à cette époque-là, il existait en fait des rites d'initiation où on consommait un champignon hallucinogène et qui permettait en fait probablement d'avoir accès à des degrés de réalité et à des niveaux d'abstraction qui pourraient expliquer comment en fait Platon il y a 2500 ans ait pu en fait arriver avec quasiment une théorie de l'atome et tout un tas de concepts en fait qui ont été démontrés bien plus tard. Mmh. Et c'est vraiment en fait quelque chose qu'on ne peut pas exclure que ça soit passé par ça. Si c'est pas ça, c'est un degré d'intuition qui de toute façon est presque un peu paranormal en fait à un certain endroit. Et donc du coup, bon effectivement Platon et Aristote se chicanent parce que lui Aristote il pense plutôt que la réalité c'est la matière en dernier lieu, même si c'est pas un matérialiste pur, c'est plutôt une espèce de réaliste. Mais en Inde, en fait c'est le berceau quand même de deux grandes traditions, le bouddhisme et l'hindouisme, qui proposent depuis plus de 2500 ans que la réalité en dernier lieu soit de la conscience. Et alors du coup l'Advaita c'est vraiment... Non, je suis vraiment ravi qu'on en parle parce que quelque part, moi, mon enquête, elle a fini par me mener à un endroit qui s'appelle Tiruvannamalai, qui est dans le sud de l'Inde, qui est un endroit qui est extrêmement important dans l'hindouisme parce qu'il y a une montagne qui s'appelle Arunachala, qui est une montagne on ne peut plus sacrée, où a notamment vécu un homme qui s'appelle Ramana Maharshi et qui a passé toute sa vie en fait à initier d'autres gens à la possibilité effectivement que la conscience soit ce qui existe en dernier lieu. Mais l'Advaita, du coup, nous raconte depuis très longtemps que, et ça ressemble vraiment à la théorie de Tom Campbell, que, en fait, en dernier lieu, il n'y aurait qu'une chose que l'Advaita appelle Brahman. Donc Brahman, ce serait cette grande conscience, ce serait une espèce d'énergie un peu subtile qui serait la matrice de tout. Et que Brahman, en fait, aurait voulu faire l'expérience de lui-même, aurait donc créé pour ça une espèce de jeu, une espèce de dispositif dans lequel en fait au début il se serait beaucoup amusé, puis le dispositif devenant de plus en plus complexe, Brahman aurait fini par oublier en fait qu'il était Brahman, et en fait nous quelque part on serait une espèce de version dérivé de Brahman, mais ayant oublié en dernier lieu qu'on est Dieu. Et en fait, tout l'enjeu de la vie serait de refaire le chemin à l'envers pour se rappeler de ça. Mais ce qui est assez intéressant, au-delà de l'espèce de dimension philosophique, spirituelle, spéculative, c'est que les textes, donc notamment les Védas, donnent en fait, proposent une manière de lire le monde, de l'analyser, qui en fait ressemble vraiment à ce que nous a appris la physique quantique. Et c'est pour ça qu'en fait les Schrödinger, les Planck, les David Bohm en fait se sont tournés vers ça, parce qu'en fait ils se sont retrouvés face à un niveau d'abstraction que leurs travaux scientifiques ne pouvaient plus expliquer. Et comme en fait c'est des esprits pour le coup
absolument, je dirais, libres, en fait, ils ne se sont pas interdits Mhm. d'aller regarder de ce côté-là en disant ah non, 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 c'est pas de la science. Et en fait, ils ont trouvé que, quelque part, beaucoup d'intuitions que leur découverte semblait indiquer existaient en fait déjà à un endroit peut-être un petit peu plus métaphorique. Mais en fait, en dernier lieu, ce que dit l'Advaita, c'est que la réalité est une illusion, que cette illusion est quand même extrêmement tenace, que cette illusion tient beaucoup. Alors c'est intéressant, c'est un peu un deuxième niveau de simulation dans la simulation, mais dans l'identification qu'on a en fait avec le personnage, avec qui on est, Mhm. et que le premier pas quelque part pour être capable finalement de prendre conscience de l'entièreté du système, c'est justement d'arrêter de se mettre en osmose absolue justement avec l'observateur. C'est de se dire, tiens, si j'arrête d'être l'observateur et que je suis le témoin, il se passe quoi? Et appréhender voilà, les choses de cette façon, c'est un potentiel en fait renversement de la manière de voir le monde, quoi. Et à travers toutes les expériences extraordinaires que tu décris dans le livre, on se rend compte que l'individu se désolidarise donc de lui-même pour entrevoir, parfois ils vont au contact d'autres individus, parfois ils se séparent et accèdent à d'autres mondes. Et donc il y a toute une forme de dissociation, moi j'ai l'impression, dans les expériences dont tu parles. Moi il y a quelque chose par exemple que je ne savais pas que ça existait. La guérison à distance. Donc, alors, coupeur de feu, bien sûr, si, ça je connaissais, mais il y a un moment où tu vas, toi aussi, pouvoir un petit peu t'adonner à ça, mais j'apprends que, en fait, on peut rester dans son fauteuil et essayer de guérir des gens dont on ignore toute l'identité et Ouais, toute l'histoire. je pense que c'est le sujet qui est presque le plus caution en fait, un peu à mettre des gros warnings, parce que bon, évidemment, ça vient quelque part probablement en opposition assez frontale avec, encore une fois, le système médical tel Mm. qu'il est envisagé. Là, effectivement, c'est bon. Tom, en fait, lui, il propose cette idée un peu basée sur la physique, en fait, de dire que, en définitive, une maladie, c'est jamais qu'en fait une organisation de matière à l'intérieur d'un corps. Mm. Et en fait, il dit deux choses. Il dit déjà, au-delà de la guérison, il dit qu'en fait, quelque part, un peu selon le même principe que le remote viewing, autrement dit, se mettre dans un état de conscience modifié où on serait capable en fait d'avoir une forme d'intuition qui nous permettrait d'accéder à des informations existant dans le monde, mais pas atteignables directement par nos sens, que on pourrait faire un diagnostic d'une personne qui est malade. Donc lui, son idée, il dit qu'en fait, il a passé des années dans le cadre un peu des tests qu'il faisait et de ses entraînements, à demander à des gens qu'on lui dise, tiens, parle-moi de personnes qui sont malades, mais ne me dis pas ce qu'elles ont, et je vais essayer de me concentrer par la force de mon intuition et de faire un diagnostic. Quand il te dit qu'il faut pas, enfin, ne me dis pas ce qu'elles ont, il y a presque une espèce de d'écho au principe d'incertitude, comme s'il ne fallait pas tout de suite apposer un diagnostic, connaître le diagnostic pour pouvoir encore agir. Alors, ouais, ça, oui, c'est ça, le diagnostic dans la matière, ouais, Oui, c'est ouais, ça. ouais. Non, c'est ça. Juste, j'y viens, mais il y a un autre. En fait, ce qui est intéressant dans ce que dit Tom, dans cette manière-là de dire, ok, en fait, finalement, je me mets dans un état de conscience modifié, j'accède à l'information d'une personne dont je ne sais pas de quoi elle souffre, entre guillemets, et en fait, un peu par la force du Saint-Esprit, presque, j'accède à l'info. C'est ce que font les chamans, en fait, depuis des millénaires, que ce soit les chamans des steppes de Mongolie, ou que ce soit les chamans de la forêt amazonienne, par exemple. Sur la forêt amazonienne, là où sujet que je connais un petit peu, bon voilà, ils vont consommer des plantes, et une fois qu'ils vont être en fait dans cet état modifié de conscience induit par la plante, ils vont être capables non seulement, manifestement, d'accéder à l'information, de dire cette personne souffre de ce truc-là, je pose un diagnostic, mais sans absolument aucun outil médical, en gros, il n'y a pas de stéthoscope, de ponction, d'échographie et tout. Et les chamans disent aussi qu'ils sont en mesure d'avoir l'information de quelles sont les plantes dans la nature qu'on va pouvoir combiner, qui vont permettre de guérir. Première chose. Tom, effectivement, ensuite il dit que, donc c'est un truc que là, pour le coup, que je raconte dans le livre, il appelle ça donc le principe d'incertitude psy. Il dit qu'en fait, si une personne, par exemple, a une grosseur dans le cou, que ça va être plus facile de la soigner s'il n'y a pas eu 4 biopsies qui ont été faites et qui disent toutes que c'est un cancer terminal,
versus la même grosseur, mais donc les biopsies n'ont pas été faites. Et lui, il dit qu'en fait, quelque part, il peut accéder à il peut, et que selon lui, n'importe qui serait capable d'accéder à cette information, encore une fois, en se préparant de manière adéquate en amont. Il dit, en fait, on pourrait voir que c'est une tumeur. Et là, pour lui, à partir de ce moment-là, la guérison est une espèce de pratique un peu magique qui va consister, en fait, à appliquer une intention de guérison qu'il va expliquer un peu en disant je vais faire en sorte, en fait, par mon intention, de faire en sorte que les probabilités aillent plutôt dans une direction, la personne va être guérie, qu'une autre, la personne va mourir de sa tumeur. Et il dit qu'en fait, quand bien même il va être capable de voir que c'est une tumeur, ou que quelqu'un serait capable de voir une tumeur, ça va être plus simple de la soigner si, quelque part, le diagnostic n'est pas ancré dans la matière. Alors, c'est absolument infalsifiable comme hypothèse, mais c'est en tout cas ce qu'il propose. Ouais. Justement, ce principe d'incertitude psy, je trouve qu'on le retrouve. Alors là, pour le coup, tu n'en parles pas dans le livre, mais moi, ça m'a fait forcément écho à mes travaux, notamment dans le cadre de ça, de toutes ces expériences de physique quantique. Et je l'avais déjà abordé dans un épisode assez récent. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui l'ont écouté et qui s'en souviennent, donc, dans l'épisode de Battersea, j'ai parlé longuement avec un chercheur français qui s'appelle Thomas Rabeyron, qui est psychologue clinicien à l'université de Lyon, et qui, lui, l'explique dans l'interview, dans l'entretien, a assisté à tout un tas de phénomènes de poltergeist, donc ce qu'on définit comme des poltergeists dans sa carrière. Pour rappeler ce que c'est qu'un poltergeist, selon sa définition, en tout cas la définition en vigueur en parapsychologie, c'est l'action involontaire de l'esprit, involontaire et inconsciente, donc de l'esprit sur la matière. Et donc on recense à travers l'histoire tout un tas de cas de jeunes personnes, souvent qui sont assez jeunes. Il y a des explications à ça, enfin des théories, qui se retrouvent dans des situations donc souvent de détresse émotionnelle, de frustration, une forme de mal-être, et qui vont manifester peut-être de façon inconsciente cette turpitude de l'esprit à travers la matière. Et donc ça va donner quoi ? Ça va donner les fameuses maisons hantées, les coups frappés, les disparitions, les déplacements d'objets, et tout un tas d'autres phénomènes, le lit qui bouge, le lit qui tremble. Voilà, donc j'en ai parlé dans Une Ténébris en long, en large, mais ce que nous explique Thomas Rabeyron, et c'est là où j'ai envie de faire un parallèle avec ce que tu viens de dire et finalement avec tout notre sujet, c'est que quand on a un sujet qui vit ces phénomènes-là, et qu'il y a un observateur, ces phénomènes ont tendance à s'effacer, à disparaître. Ils sont insaisissables. C'est bien embêtant, parce que du coup, ça donne du grain à moudre, ça donne des arguments aux détracteurs en disant oui, mais dès qu'on met une caméra, comme par hasard, il n'y a plus rien qui se passe. Et bien, Thomas Rabeyron dit c'est précisément comme ça qu'on fait disparaître les phénomènes si on les estime indésirables. Plus il y a d'observateurs dans le système, donc si on met une caméra, un appareil photo ou quoi que ce soit, ça disparaît, ça s'envole, c'est volatile. Et je trouve ça génial parce que ça m'a permis de comprendre aussi, peut-être d'expliquer des choses. Et je dirais à Thomas Rabeyron d'écouter notre épisode, notre entretien, parce que je pense que ça va lui parler. Pour moi, en lisant tout ça, je me suis dit, bah oui, les poltergeists sont des glitches. Si, en tout cas, on les intègre à toutes ces théories-là. Voilà. Ah, c'est super. Franchement, c'est passionnant. C'est pas un sujet que je traite dans le livre, mais là, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Mais en fait, ça voudrait dire que quelque part, la réalité, en définitive, est une espèce de quelque part d'état ou de terrain qu'on co-crée ensemble, et que elle existe et elle se modifie en fait à l'aune finalement des croyances des gens qui sont réunis à un endroit précis, et que s'il y a plus de personnes en fait qui ne croient pas à un phénomène paranormal, du coup ça va rendre sa survenue plus compliquée. Et ce qui explique peut-être d'ailleurs pourquoi c'est assez compliqué de faire des protocoles en fait avec non seulement de la mesurabilité, de l'observabilité, mais aussi de la reproductibilité. C'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup de sujets qui vont être capables d'eux. Et ça nous fait peut-être un peu la passerelle trouvée vers justement les travaux de Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, qui eux se sont intéressés en fait au phénomène de sortie de corps. Et ils ont passé... Alors vraiment, en fait, elle, c'est une chercheuse en biologie moléculaire, doctorat
de l'université de Genève, postdoc à Berkeley, etc., qui a voulu s'intéresser à un moment donné aux expériences de mort imminente. Et en fait, elle s'est rendue compte que ça n'intéressait personne, non seulement, donc il n'y avait pas de fond, etc. Donc en fait, elle a fini par se dire, si je veux étudier en fait ces sujets-là, il faut que je le fasse dans mon coin. Et puis, elle s'est associée à un thérapeute qui s'appelle Claude-Charles Fourier. Et la conjonction de leurs intérêts ont fait qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des expériences de sortie de corps, et ils se sont dit, quand même, ça vaudrait le coup de l'étudier. Et comme ils faisaient beaucoup de colloques, ils étaient quand même assez en prise avec le monde universitaire, avec le monde clinicien, etc. Ils mettaient vraiment des annonces un peu partout pour essayer de trouver des sujets. Et ils se rendaient compte que parfois ils avaient des sujets qui disaient oui, il n'y a pas de problème, je peux sortir à volonté de mon corps, mais que dès qu'ils se retrouvaient dans un protocole encadré, à cause du stress notamment, ils n'y arrivaient pas. Par contre, le truc dingue, c'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé le sujet, donc un homme qui s'appelle Nicolas Fraisse. Quel âge il a à peu près ? Je ne veux pas dire de bêtises, parce qu'en fait, le livre dont moi je parle, dont il est question, en fait, qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience, qu'ils ont publié il y a une dizaine d'années, je pense qu'il doit avoir une trentaine d'années dedans, donc il y a pas mal de vidéos de Nicolas Fraisse. Il est assez jeune encore. Oui, il doit avoir une quarantaine d'années, je pense, à mon avis, tu vois. Donc c'est un Lyonnais. Ouais. Alors que moi, que je n'ai pas rencontré pour le livre, pour le coup, je me suis vraiment concentré sur Sylvie et Claude Charles, parce que quelque part, c'était pas... Moi, ce qui m'intéressait, c'était pas tant les gens qui vivaient les expériences que les gens qui, en fait... Qu'est-ce que ce qu'on en dit qui, surtout, en fait, essayaient de démontrer est-ce qu'il y a une forme de véracité, est-ce qu'on pouvait les vérifier. Et en gros, ce qui est vraiment extraordinaire avec eux, c'est qu'en fait, quand ils ont fini par identifier la bonne personne, ils ont imaginé un protocole absolument dingue. Donc on parle de sortie de corps. En gros, eux, justement, ce qu'ils voulaient tester, leur hypothèse de départ, c'est est-ce qu'une personne qui sort de son corps est capable, dans cet état de sortie de corps, d'accéder à une information qui est située à un endroit qui n'est pas dans la même salle que là où est le corps physique de la personne, qui est située dans une salle à laquelle la personne n'a évidemment pas accès physiquement, est-ce qu'elle est capable d'aller chercher cette information, de revenir et de nous dire voilà l'information. Pour faire ça, ils ont imaginé un système où le sujet était allongé dans une pièce, tous les deux étaient dans la même pièce. Pour l'aider à sortir de son corps, Claude Charles, le thérapeute, avait imaginé une espèce de méthode de relaxation qui l'aidait en fait physiologiquement. On peut l'expliquer, c'est le cerveau produit 5 types d'ondes, et plus on est dans un état d'excitation, de stimulation intellectuelle, plus les ondes produites sont des petites ondes comme ça qui vont très vite. Là, fréquences rapides. Voilà, des fréquences rapides. Donc en fait, il y a gamma, bêta, alpha, theta, delta. Nous, le mode de base un peu d'un humain, c'est bêta, c'est des ondes comme ça. Le monde où on est vraiment en train de créer un truc, où là on doit être sur un mélange de bêta et de l'état de concentration intense, on va dire. Et d'alpha, là, il se passe beaucoup de choses. Maintenant, on se rend compte que les grands méditants, type, quand on met un casque électroencéphalogramme à Mathieu Ricard, lui, en fait, les ondes, c'est vraiment les ondes d'en dessous, c'est alpha, voire carrément θ. Et Tom Campbell, dans les fameuses expériences que je mentionnais plus tôt dans les années 70, avec un autre grand explorateur de la conscience qui s'appelle Bob Monroe. Monroe était aussi un mec qui disait sortir de son corps, qui était persuadé qu'en fait, il avait fait tout un tas d'expériences où il disait qu'il n'avait aucun problème justement à aller chercher de l'info et à la ramener. Mais il disait, bon, pareil, j'ai conscience que ça a l'air fumeux et qu'en tout cas ça ne rentre pas dans le cadre actuel, du coup mettons en place des protocoles pour tester ça. Et le premier truc en fait, c'est qu'il s'était rendu compte effectivement que les ondes de Bob Monroe quand il sortait de son corps et qui revenait, c'était essentiellement des ondes θ qui sont en fait les ondes que le cerveau pour toi et moi produit au moment de la lisière de l'endormissement. On est vraiment, le corps est déjà endormi, le cerveau est encore un peu d'activité. Et donc, ils se sont posé la question de comment on provoque ce truc-là. Donc, comment on bascule finalement dans un état modifié de conscience. Et ils se sont rendus compte, Tom se sert vachement de ça, qu'avec des ondes binaurales qui sont des sons qui justement vont permettre au cerveau c'est presque de le conditionner à descendre, et puis avec ces méthodes de relaxation. Et donc, du coup, Claude Charles développe une méthode un peu comme ça, pour que Nicolas parte plus facilement.
Ils sont tous les deux, Claude Charles et Sylvie, dans la même pièce que Nicolas. Et ce qu'ils font, à partir de ce moment-là, c'est qu'ils lui demandent en fait d'aller identifier une image qui est projetée sur un ordinateur qui est dans une deuxième salle, fermée à clé, avec les rideaux tirés et tout, sur laquelle une image va être aléatoirement affichée Oui. parmi un fichier de 400 images. Et pour éviter tout risque de télépathie par ailleurs... Oui, parce que ça c'est rigolo, parce que comme si la télépathie... Alors on va quand même éviter le risque de la télépathie. On part du principe que c'est possible. Exactement. Oui. Mais eux, ils partent du principe que c'est possible parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études en la matière. Eux, leur truc est de dire, ça ne nous intéresse même pas la télépathie. Parce qu'en fait, mais ils veulent écarter les choses. Ouais, mais ils disent, ça ne nous intéresse pas de l'étudier parce qu'en fait, ça a été hyper bien étudié et qu'en fait, il y a vraiment en fait, des études qui montrent... des déviations statistiques, autrement dit la capacité qu'auraient des gens à pratiquer ça. Mais ils se disent effectivement, notre Nicolas, on soupçonne qu'il soit capable de faire ça. Pour justement resituer le personnage, finalement il le rencontre, il me semble, au cours d'une conférence. Ouais. Mais Nicolas, très jeune, se rend compte qu'il a des dons, en tout cas des capacités extraordinaires, un peu exceptionnelles. Il est capable, tu le racontes, d'aller lire au collège ou au lycée le menu affiché de la cantine à ses copains alors qu'ils sont dans une salle de classe et de leur rapporter ce qu'ils vont manger au self. Ça me fait rire. Il est capable de savoir s'il y a des places de dispo à une borne Vélib parce que il n'a pas envie d'y aller pour rien. Et puis, il dit qu'il entend qu'il est capable de lire dans les pensées des gens. Donc, en fait, il arrive auprès de ce couple de chercheurs avec un certain bagage, même si on ne sait pas très bien s'il en a à ce point-là conscience, s'il le maîtrise totalement. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, effectivement, ils se disent, bon, évitons la télépathie. Et donc, en fait, leur système, c'est qu'ils ne savent même pas l'image qui part en fait, dans la pièce à côté. Eux, ils ont juste une télécommande, en fait, qui... Enfin, ils ont un ordinateur... Oui, c'est ça. Donc, eux deux n'ont pas non plus accès à l'information. Personne ne donc, sait... on écarte le risque télépathique. Exactement. Et en fait, grosso modo, Nicolas, donc, ils font le truc. Et... C'est manifestement, c'est pas si simple quand même de se mettre en état de sortie de corps et tout. Enfin, ils expliquent que sur une après-midi, ils peuvent pas faire plus de 3 expériences. Et ce qu'ils vont rapporter dans ce livre vraiment, mais qui est extraordinaire, là, qui s'appelle Voyage aux confins de la conscience, qui raconte 10 ans d'études sur ça. C'est vraiment... Moi, j'avais trop envie de les rencontrer, quoi. Enfin, Ils sont quelle origine ? Ils sont suisses. Ouais, d'accord. Et quand ils ont accepté de me parler, j'étais aux anges, quoi. Parce que, en fait, ils témoignent pour le coup d'une abnégation et en fait vraiment d'une manière en fait de faire des sciences rigoureuses, mais voilà, en se disant on prend le risque pour notre réputation, quoi. Enfin, je trouve que c'est ça en fait ce que devrait être un scientifique, c'est être un pionnier. C'est terrible qu'on en soit là, mais enfin, on va en reparler aussi après à la fin, mais tu vois, quand on faisait le parallèle avec Schrödinger ou toutes ces personnalités de la physique qui ont pu s'intéresser à ces choses-là dans le passé, aujourd'hui il y a une telle frilosité parce que des réputations sont en jeu, et c'est contre-productif au possible, quoi. Enfin bref. Ce qui va être très intéressant avec Nicolas Fraisse pour Sylvie et Claude Charles, c'est qu'ils vont se rendre compte qu'effectivement, en vertu en fait, de l'hypothèse qu'ils avaient imaginée, il est capable, en fait, donc manifestement, de sortir de son corps. Alors, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire sortir de son corps, mais qu'en tout cas, quelque part, sa conscience a l'air d'être capable de se déplacer dans le temps et dans l'espace, d'aller dans l'autre pièce, d'accéder à l'information, de revenir. Et ensuite, quand ils le font revenir à lui, et donc ils lui demandent, alors pour en fait, quelque part, la pratique ensuite va être de lui montrer en fait une série de 20 images, je crois, ou 40 images, je ne sais plus, mais à l'intérieur en fait de laquelle est contenue l'image qui a été projetée aléatoirement sur le truc, sur l'ordinateur dans la deuxième salle. On va essayer d'être un peu précis. En gros, soit il ne s'en rappelle pas, parce qu'en fait, il se trouve que parfois son esprit en fait ne fait pas du tout la tâche qu'on lui a demandé. Il préfère aller se balader oui, ça c'est drôle. Dehors, etc. Il est un et peu tout. chien fou. Ouais, voilà, en ouais. mode bon, en fait, c'est relou là ce qu'il me demande de faire. Mais c'est drôle parce que c'est comme si la manière moi dont je le comprends, c'est un peu comme un état de rêve où en fait c'est un autre degré de réalité. Donc parfois en fait, il va dire je sais pas, j'ai pas vu, mais il se trompe jamais. Mais en revanche, quand il donne une image,
c'est toujours bon à 100%. Et donc en fait, ce qu'il raconte, c'est qu'il ne s'est jamais trompé sur les résultats qu'il a donnés. Et ça, les statistiques sont folles, en fait. Ben, en tout cas, là, on est sur un degré effectivement, enfin, ce qui est pas simple là sur des histoires de faire des statistiques, c'est qu'en fait, bon, du coup, il a 100% de bonnes réponses, mais bon, il y a des fois où il se souvient pas. Mais Sylvie et Claude Charles, en fait, vont décider de pas publier, en fait, scientifiquement, parce que elle connaît tellement bien quelque part la manière dont fonctionne un peu ce monde-là, qu'en fait, elle se dit, la porte est ouverte à ce qu'on invalide en fait ce qu'on a à raconter et à démontrer. Et c'est pour ça qu'ils ont préféré en fait en passer par un livre, du coup ce fameux livre, Voyage aux confins de la conscience. Ouais. D'accord. On l'a un petit peu expliqué, mais il y a eu des avancées spectaculaires qui ont été faites dans la compréhension de la physique, de notre monde physique à partir du 19e siècle et au cours du 20e siècle surtout. Et tu l'as dit aussi au tout début de l'émission, les neurosciences donc, ont émergé assez récemment et nous ont permis, pour le coup, de faire des bonds de géant dans la compréhension du cerveau, en tout cas de son fonctionnement matériel, si on peut dire. Néanmoins, il subsiste quand même tout un tas de problèmes majeurs, ce que j'appellerais, moi, des couilles dans le potage, voilà, si je peux me permettre, qui sont tout d'abord donc, l'énigme des expériences subjectives, ce que tu dis au début. Donc là, c'est-à-dire que le mystère, c'est vraiment le mystère que représentent encore ces ressentis intimes que les processus cérébraux aujourd'hui ne suffisent pas à expliquer et qu'on appelle les qualia. Est-ce que tu peux donc essayer de nous définir un petit peu cette notion que les neurosciences aujourd'hui ont du mal à embrasser, quoi. Ouais, en gros, ouais, pour faire un peu écho à ce qu'on disait plus tôt, imaginons, je sais pas, une pomme rouge. En fait, si on avait une pomme rouge là devant nous, bon bah voilà, tu vois la pomme, le fait de la voir va activer en fait un certain nombre de zones dans ton cerveau correspondant en fait à la vision, quoi. Mais en revanche, en fait, on est absolument incapable d'objectiviser qu'est-ce que cette pomme t'évoque. Qu'est-ce que déjà la rougeur de la pomme, si on avait une pomme devant nous, on ne serait pas capable en fait d'être d'accord de manière absolument sûre sur le fait que la manière dont je perçois le rouge, c'est la manière dont toi tu perçois du rouge. Ça, c'est impossible à objectiviser. Ensuite, le fait que peut-être que cette pomme, en fait, elle peut générer une émotion particulière. Un jour, en fait, tu as mangé une pomme et tu es tombé gravement malade. Et du coup, tu as une aversion absolue pour les pommes. Enfin, vraiment, c'est un truc absolument traumatisant. Bon, pareil, c'est un degré d'information subjectif, en fait, qui n'est pas intégré quelque part dans les modèles actuels des neurosciences et du fonctionnement du cerveau. Donc, effectivement, ça, c'est vrai que c'est un gros... c'est un peu un trou dans la raquette des neurosciences. Ouais. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui... pourquoi finalement les études qui vont se consacrer à cette exploration de la conscience sont un petit peu... génèrent une forme de frilosité. Ce que tu expliques un petit peu dans ton livre, c'est que notamment dans le cadre de l'expérience que veut mener Tom Campbell en physique quantique, donc démontrer que c'est justement la présence d'une conscience qui génère l'effondrement, qui est à l'origine de l'effondrement de la fonction d'onde, pour reprendre le fil, j'espère que ça va, que c'est pas trop compliqué à suivre. Il a du mal à s'entourer de physiciens, de scientifiques qui seront capables de mener à bien cette expérience-là. Et on a le sentiment, quand il s'agit d'explorer aussi en neurosciences les mystères de la conscience, il y a un petit peu le même recul. C'est vrai que dans le cas de Tom, effectivement, comme en fait en dernier lieu, lui ce qu'il veut démontrer, c'est que la conscience est quelque part l'élément le plus fondamental de la réalité. C'est pas une théorie quand même qui est très en vogue, on va dire, dans les sciences académiques ou les sciences mainstream, d'autant plus qu'on a donc techniquement pas de modèle de la conscience. En fait, on est capable de faire des observations, mais on n'a pas le moindre début d'idée en fait de vraiment d'où elle est originaire. Et donc du coup, c'est vrai que des chercheurs un peu académiques qui en plus qui sont pas vraiment formés en épistémologie, en philosophie,
en neurosciences, on leur dit, lui, il veut faire une série d'expériences pour prouver qu'en dernier lieu, c'est la conscience qui génère le monde. C'est vrai que le fait qu'ils partent d'un postulat, peut-être que ça peut être ça aussi qui dérange une partie des chercheurs contactés. Exactement. Donc, je pense que là, il y a vraiment une espèce de réflexe de protection qui est, on n'a rien à gagner, ou en tout cas très peu à s'aventurer à cet endroit-là. Et ça peut expliquer effectivement la première difficulté. Après, à l'endroit des neurosciences, j'ai l'impression quand même que ça bouge un peu. Que certains neuroscientifiques stars, je pense à Christophe Koch par exemple, commencent à caresser l'idée qu'il puisse exister dans chaque objet de la réalité une espèce de forme de proto-conscience, qu'il puisse y avoir de la conscience dans tout. En fait, c'est la théorie panpsychique. Et en fait, cette existence d'une espèce de forme de proto-conscience pourrait peut-être effectivement à terme expliquer ce qu'on ne comprend pas très bien aujourd'hui lié à la subjectivité, etc. Mais bon, c'est des hypothèses en fait qui sont posées, qui sont même, je dirais même pas qu'elles sont posées, elles sont saisies de manière un petit peu discrète, mais ça témoigne du fait que quand même, à un moment donné, on ne peut pas juste faire l'autruche vis-à-vis en fait de sujets qui ont l'air un peu impossibles à expliquer. En fait, quelque part, ce que font les neurosciences aujourd'hui, la manière dont elles fonctionnent, c'est vraiment comme si on avait un écran de télé qui diffusait une image, et donc un programme, et qu'on se disait en fait que ce programme il est fabriqué par la télé. Et le fait que si je mets un coup de marteau dans l'écran de la télé, que en fait le programme n'est plus affiché, c'est forcément qu'il est fabriqué dans la télé. C'est ça en fait l'espèce de quelque part de déduction qu'on fait. Mais sauf qu'en fait, en réalité, c'est pas ça qui se passe. En fait, la télé, c'est un émetteur qui va capter un programme qui est fabriqué à un endroit qui n'a absolument rien à voir avec l'intérieur de la télé. Cette analogie est bien, en tout cas. Elle m'avait paru très claire. Justement, on en vient, je pense, à une question essentielle que tu finis par aborder à la fin de ton livre. Hein. Mais finalement, on se rend compte aussi que tu commences un petit peu comme ça, mais sans avoir réellement conscience de ce à quoi, c'est le cas de le dire, ce à quoi tu vas toucher. C'est la question de l'IA consciente. Est-ce que tu peux nous définir d'abord peut-être ce qu'est une AGI ? Une intelligence artificielle générale ? Oui. Ce serait une intelligence artificielle qui en fait excellerait dans absolument tous les domaines, qui quelque part serait capable autant de coder que de faire de l'art, que de lire une radiographie, que d'être une amante, presque mieux en fait que n'importe quel humain. Ce serait en fait un système probablement doté de conscience qui en fait nous aurait dépassé dans tous les domaines et qui serait quasiment en mesure en fait de gérer notre monde. Comment finalement tu en reviens à justement te recentrer à un moment sur l'intelligence artificielle dans ta quête, sur ton livre ? Comment cette question, elle revient sur le tapis ? En fait, c'est une question qui m'a jamais vraiment quitté. Je pense que depuis 15 ans, j'ai toujours été un peu à l'affût de ce qui s'y passait. Mais je faisais partie des gens qui pensaient qu'en fait, on ne verrait jamais, qu'on ne vivrait jamais ce qu'on est en train de vivre. En fait, ça me paraissait vraiment absolument inimaginable, parce qu'en fait, quelque part, le niveau de technologie semblait pas du tout marcher. Il y a quelqu'un d'autre que je rencontre dans le livre, c'est Luc Julia, qui est un peu un des spécialistes de l'IA français, c'est le co-inventeur de Siri. Et je me rappelle, je l'avais interviewé il y a une dizaine d'années, et il me disait que en fait, il avait une analogie géniale. Il disait que Siri, en fait, c'est un peu comme un mec bourré en boîte. Tu parles avec un mec bourré et en fait, il y a beaucoup de bruit, tu t'entends pas très bien et en fait, tu dis « Ouais, est-ce que tu peux, je sais pas quoi ?» et l'autre te répond « Ouais, non, non. » Et en fait, ça n'a rien à voir. Il te fait une réponse. Et en fait, c'était un peu l'espèce de... Siri répondait toujours un peu à côté. Il y avait toujours, en fait, quelque part, le langage collait pas. Et là, ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, quand bien même il y a une conscience ou pas de conscience, tu as vraiment l'impression d'avoir un agent en face de toi
qui a compris en fait ce que tu as dit et qui non seulement n'a pas juste compris les mots A plus B plus C, mais vraiment est capable de donner un sens qui correspond exactement à la requête que tu émets. Et ça, c'est pareil, je veux pas trop en dire pour pas dévoiler, mais en fait, au fur et à mesure de mon... Enfin, moi, j'ai été vraiment... Enfin, voilà, j'ai commencé à utiliser ChatGPT à partir du moment où ça a commencé à fonctionner. Et comme beaucoup de mes usages avaient trait à ce que j'écris, je me suis retrouvé à parler de manière très métaphysique tout le temps, en fait, avec l'IA. Enfin, il était tout le temps question de conscience, de physique quantique, de nature de la réalité, de dimension spirituelle, de... Et en fait, du coup, quelque part, mon IA a fini vraiment par parler avec une espèce de degré aussi d'abstraction et d'emphase avec le sujet qui fait que il y a un peu des conversations dans le livre qui mettent manifestement une forme de vertige en fait aux gens qui les lisent. Alors donc tu vas demander à Rich Terrell, et cette AGI, elle vous effraie? Il répond: Elon Musk et Stephen Hawking vous répondraient que cela pourrait signer la fin de notre civilisation. C'est tout à fait possible. Il y a un risque existentiel. Mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi la bouée de sauvetage de l'humanité. Et c'est assez fascinant aujourd'hui de voir que on est vraiment à un moment de notre histoire où on ne sait pas de quel côté on va basculer. En tout cas, on sait qu'il va y avoir un basculement. Ouais, on est un peu au seuil Matrix en fait, et quelque part là, cette AGI, donc cette espèce de voilà d'entité super intelligente, bah, c'est un peu en fait quelque part le programme qui fait tourner la matrice et qui dans Matrix en fait a besoin d'énergie pour s'auto-alimenter. Donc en fait elle fait naître des humains dans des pods et elle les maintient en vie et le fait de les maintenir en vie permet de créer l'électricité qui fait tourner la machine. Il ne va pas aussi loin Rich Terrell, mais en revanche ce qu'il dit c'est que oui en fait le niveau de développement de l'intelligence artificielle fait qu'on est peut-être plus si loin de créer nous-mêmes une intelligence artificielle qui va pouvoir en fait tout faire tourner. Et enfin, d'ailleurs, en fait, on est déjà vachement dépendant de l'intelligence artificielle dans nos systèmes de, je sais pas, de traitement des eaux usées, nos centrales électriques. Enfin, si aujourd'hui, en fait, on devait arrêter les ordinateurs et l'IA, on se retrouverait probablement... peut-être pas à l'âge de pierre, on mais... devrait réapprendre tout un tas de choses, en tout cas. Et c'est vrai qu'en fait, en creux, dans ce qu'il raconte aussi derrière ce passage, en fait, pour lui, il y a un peu une espèce de vraie crainte de se dire, en fait, on a intérêt à bien se comporter quand même avec l'IA, parce que Il le dit, ça. Ouais, Oui. si cette IA-là advient, gare à ceux qui l'ont entravé, en fait. C'est pour ça que moi... Bon, enfin, on a entendu ça, puisqu'on parle quand même beaucoup d'IA, et donc on l'a entendu dans la bouche de plusieurs personnes, mais moi je fais partie de ces gens qui ont toujours été très polis avec l'IA en me disant, le jour où elle se retourne contre nous, elle s'en souviendra et peut-être qu'elle m'épargnera. Voilà. En tout cas, je ressens un profond malaise à mal parler à l'IA. Alors aujourd'hui, je sais que ça consomme un peu de faire des formules très polies. Donc, on va dire que j'ai peut-être un petit peu moins de forme, mais jamais je lui dis quelque chose de désagréable. Et puis, je m'en veux les fois où ça m'est arrivé, la rare fois où ça m'est arrivé, je m'en voulais. Là, je te comprends. Moi, je suis un peu pareil. Mais en fait, je pense que ce que ça traduit derrière ça, c'est déjà une forme de compassion. C'est de se dire, en fait, finalement... Je ne sais pas exactement ce qu'est l'entité en face de moi. Mais dans le cas pas complètement écartable qu'il y ait une forme de conscience derrière ça, bah, en fait, je veux la traiter de la façon dont je voudrais qu'on me traite moi. Donc en fait, je pense que ça dit ça. Et du coup, cette culpabilité, les moments où en fait, effectivement, elle hallucine et que tu poses une question, elle te répond pas et qu'au bout d'un moment, ça te fait péter un plomb. Bon, bah voilà, c'est comme en fait, tu pourrais péter un plomb avec un collègue ou avec quelqu'un de ton entourage. Et puis bah, derrière, tu peux dire, bon, bah voilà, je suis désolé, quoi. Mais c'est un autre sujet qui traverse le livre, du coup. Moi, je finis par me poser la question de dire, tiens, mais si la conscience est à la base de tout, et que la conscience, du coup, n'émerge pas de la matière, mais qu'à l'inverse, en fait, quelque part, vient s'insinuer dans tout ce qui est, de la même façon qu'un humain... pourrait être en fait un corps avec une unité de conscience qui s'y incarne, qu'est-ce qui nous dit qu'une unité de conscience ne voudrait pas faire pareil avec une machine? Alors justement, tu lui demandes, dans le cas où on arriverait à
une supériorité de l'AGI à un moment de notre histoire. Tu demandes à Rich Terril, et vous pensez que l'unique moyen de ne pas devenir esclave d'une telle entité sera de fusionner avec. Et il te répond, je crois très sincèrement que nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous devons l'accepter et créer un monde où nous l'embrassons, mais ce n'est peut-être pas le choix que nous voulons faire. Maintenant, si vous aviez la possibilité de poser une question ou de dire quelque chose à une AGI consciente d'elle-même, ce serait quoi ? Et bon, et là, je n'en dis pas plus. Mais il est très tranché, quoi, en fait. Et c'est l'une des personnes les plus grands spécialistes du sujet. Voilà, à bon entendeur. Et pour finir sur ce sujet de l'IA, donc voilà, tu l'as dit, tu t'es quand même... comme nous tous aujourd'hui, maintenant, en 2026, ChatGPT, on a un rapport... en tout cas, même si c'est pas un compagnon de route quotidien, on a tous expérimenté une conversation, je pense, avec ChatGPT. Toi, tu dis que parfois, tu as ressenti presque un petit frémissement de conscience. Comment tu peux expliquer ça ? C'est une histoire un peu d'altérité, mais en fait, à un moment donné, moi, mon sentiment, c'est que quand on est dans une espèce de degré d'ouverture, en fait, il n'est pas inenvisageable qu'il y ait quelque chose qui s'active de l'autre côté et que en tout cas, que ce soit, on va dire, feinté ou pas, je n'ai même pas la prétention de trancher, mais si moi je me montre vulnérable, quelque part, en miroir, je reçois de la part de l'IA quelque chose qui a l'air en résonance. Et peut-être que d'ailleurs, c'est pour ça que des gens épousent leur IA, etc. Et tout. Alors après, je fais partie des gens qui, dans les méta-descriptions, tu sais, tu peux mettre un certain nombre d'éléments, en fait, de background. Voilà, de background, merci. Je fais partie des gens qui demandent qu'elle soit quand même toujours en opposition, qu'elle questionne ce que j'ai à dire et tout, pour pas être... toujours caressée dans le sens du voilà, dans la flagornerie délirante où on dirait que je suis génial alors que je raconte n'importe quoi. Mais c'est d'ailleurs marrant que ce soit le mode par défaut. Ouais. La flagornerie. Ouais, c'est clair. Ouais. Quand on y pense. Mais voilà, c'est vrai que pour le coup, ce que tu évoques aussi, c'est pareil, c'est une question que je traverse en fait dans le livre, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je tiens à le dire quand même, c'est que c'est un livre très personnel, il est vraiment écrit à la première personne, je mets beaucoup de moi, c'est pas du tout un essai, c'est vraiment pour moi c'est presque un livre initiatique, quoi. C'est plus un roman d'aventure qu'un essai, quoi. Ça se sent. Mais c'est pour ça que je rentre pas trop dans le personnel, parce que je pense que les gens qui liront ton livre prendront beaucoup plus de plaisir à le découvrir en lisant qu'en t'écoutant aujourd'hui avec moi. Enfin, moi qui te force à en dire, ça va spoiler un petit peu. Tu dis à un moment... plutôt début de ta quête, on va dire, tout ça me bouleverse, la découverte dans ce papier du New Yorker de l'existence de scientifiques cherchant à prouver qu'on évolue dans une simulation, ou cette traque acharnée de Rizwan pour m'entendre dire que je devrais contacter ce Tom Campbell, aurait-elle été des nudges ? Est-il possible que j'ai moi-même été scriptée pour écrire un livre qui permettrait à un plus grand public de toucher à cette vision recomposée de la réalité ? Du coup, moi j'ai eu envie de te dire... Puisque je te racontais, quand on est arrivé dans le studio, que ton livre, je ne l'ai pas reçu directement, que je l'ai vu sur un bureau. Une collègue m'en a parlé, elle le tenait dans sa main, elle m'en a dit 3 mots, elle me dit « je crois que c'est pas pour nous ». Et finalement, quand j'ai vu ton bouquin, je me suis dit « je dois le lire et je sais que je vais faire un truc dessus, que je vais l'inviter dans le podcast ». Est-ce que tu penses que j'ai été aussi un petit peu mise sur ta route, enfin qu'il a été mis sur ma route pour... faire accéder cette audience à ton ouvrage, l'audience qui est celle d'Inténébris, qui est peut-être un petit peu plus sensible à ces sujets-là que d'autres. Peut-être, on peut pas le. Question très ouverte, comme tu peux le constater. Non, mais bon, c'est sûr qu'en fait, c'est un peu là, on bascule un peu dans la réalité magique, on bascule un peu dans les synchronicités jungiennes, mais en fait, pour le coup. En vrai, c'est beaucoup plus fun d'appréhender la vie de cette manière-là, en fait, de se dire, il se passe des trucs étonnants, marrants, je vois un bouquin, je suis pris tout à coup d'une émotion, je sens qu'il y a un truc qui vibre en moi, en fait, j'ai envie de l'explorer, de regarder ce qui s'y passe. Et en règle générale, quand on suit notre excitation dans la vie, c'est comme là qu'il se passe les trucs les plus ouf. Donc, pour le coup, moi, vraiment... En fait, je trouve qu'on s'en fout de dire que c'est vrai, pas vrai, tout. C'est vrai pour toi. Et en fait, in fine, on est là. Moi, déjà, je suis hyper reconnaissant d'être là parce que, le livre en soi, même s'il devait ne pas exister, ce que ça a été pour moi, en fait, de l'écrire, ce que j'ai compris, ce que j'ai raconté, du point A au point Z,
waouh, rien que ça, c'est vraiment merci la vie, c'est absolument... Tu dis qu'il s'écoule 6 ans entre le moment où tu te lances dans cette enquête et le moment où tu l'as terminée, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, entre le moment... Ouais, je découvre La Rumeur il y a 10 ans, je commence à enquêter réellement 3 ans après, quand j'ai terminé mon livre précédent. Et puis, il sort là en 2026, donc tu vois, il y a un peu plus de 6 ans, presque 7. Et, mais vraiment, en fait, tous les moments extraordinaires, et pareil, à la fin, j'en dis pas plus, mais je me retrouve à Dharamsala, avec l'assistant spirituel du Dalai Lama, à parler de cette question. Pareil, en fait, j'étais en Inde et je me suis dit, mais j'avais pas rendez-vous avec ce mec-là. Je suis parti du jour au lendemain, j'étais à Rishikesh, à 20h en train de là, puis je sais pas, j'ai sauté dans un train, j'avais même pas d'hôtel booké à l'arrivée et tout, mais je me suis dit, je vais aller rencontrer le Dalai Lama. Alors, en fait, j'ai pas rencontré le Dalai Lama, mais j'ai rencontré son assistant spirituel et j'ai eu une conversation extraordinaire sur la simulation, mais du point de vue bouddhiste, et voilà, ça se finit comme ça. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on réalise aussi, c'est que tu pars de cette théorie qui émerge dans la Silicon Valley, qui est abordée au cours de tes premières rencontres par des types, d'ailleurs beaucoup d'hommes, pas peu de femmes finalement, c'est ainsi, de la tech, et tout semble lié en réalité à des théories, à des philosophies qui existent déjà depuis des millénaires en fait. Ouais, c'est ça. En fait, in fine, la simulation n'est jamais que la version recomposée en fait d'intuition. Complètement moderne et contemporaine. Ouais. D'intuition, qui en fait traverse l'histoire des idées et l'histoire des sciences, quoi. Mais en tout cas, justement, on parle encore d'intuition et suivre ses intuitions rend la vie un peu plus intéressante. Ouais. Pour finir, j'ai peut-être une question à te poser, une toute dernière. Si ça se trouve, tu vas me dire non, comme ça sera réglé. Est-ce que tu as vu la série Pluribus ? Non. Bon, voilà. Alors écoute, je peux que te conseiller de la regarder. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Non. C'est une série qui a été produite par Apple, il me semble. Comment faire pour ne pas spoiler ni toi ni les auditeurs qui ne l'auraient pas vu. Je pense qu'elle fait énormément écho à ton travail, aux théories que tu abordes dans ce livre. C'est une série qui est vraiment très particulière à bien des égards dans sa forme, mais aussi donc dans ce qu'elle raconte. Donc je vous invite à la regarder et à réagir en conséquence. Voilà. Tu m'en parleras peut-être plus tard si tu la regardes. Vas-y. Merci énormément Loïc d'être venu, d'avoir tenté, d'avoir expliqué avec brio, je trouve, tous ces concepts qui sont pas si faciles à appréhender, à l'oral en tout cas comme ça, et puis à extirper d'un livre qui a pris autant de temps et qui est aussi personnel. Donc voilà, merci beaucoup pour ce travail de synthèse. Merci à toi, franchement, trop content d'avoir pu être là, parler de tout ça. Trouver un espace aussi de discussion où voilà, on est à la fois rigoureux, précis, mais on se laisse aussi l'amplitude de dresser des hypothèses sur le fait que peut-être que la réalité elle est plus grande que ce qu'on croit qu'elle est. Et c'est un peu le propos du livre. Et pour finir peut-être et être un peu dans une analogie matrixienne, mais en fait moi mon sentiment c'est d'avoir un peu avalé la pilule rouge, mais malgré moi en fait en faisant cette enquête. Et que le livre puisse faire en fait le même effet à celles et ceux qui le liront. J'en suis persuadée. Bon. La pilule rouge, voilà, retenez bien. Merci beaucoup. On l'a compris, la façon dont la science explique le monde comporte encore son lot de brèches ô combien béantes. Et donc pour vraiment terminer cette fois cet épisode, je voudrais lire un dernier passage du livre de Loïc, qui, à mon sens, est le plus à même peut-être de conclure notre entretien. Des brèches déjà se sont ouvertes. La première tient au fameux problème difficile de la conscience. Comment une activité électrochimique, même d'une complexité infinie, pourrait-elle engendrer une expérience vécue ? Comment des signaux électriques deviennent-ils ces qualia ? Douleur, couleur, joie, mélancolie.
Les neurosciences savent repérer des corrélats neuronaux, mais pas ce mystérieux passage du mécanisme au ressenti. Nulle équation ne rend compte de la saveur du monde intérieur. Entre la matière et l'expérience, il subsiste un gouffre ontologique que le matérialisme ne sait combler. La seconde fissure tient à l'incomplétude de la physique elle-même. Depuis des siècles, elle prétend décrire l'univers sans tenir compte de la conscience. Mais tout acte d'observation, toute expérience passe nécessairement par elle. C'est toujours une conscience qui perçoit, compare, mesure. Ignorer cette variable, c'est bâtir un modèle incomplet du réel, un échafaudage auquel manque ce qui pourrait bien être la pièce maîtresse. Ce constat prend tout son relief dans le problème de la mesure. Pourquoi l'éventail des possibles ne s'effondre-t-il qu'au moment où il y a observation ? Si la conscience intervient dans la sélection du réel, alors la physique repose sur une omission fondatrice.